à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 197e numéro aujourd'hui pour revenir sur le deuxième match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, cette victoire face au Maccabi Haïfa 3-1 qui a mis du temps à se dessiner mais elle a fini par arriver avec les trois de devant, Messi, Mbappé, Neymar qui ont marqué, mais que ce fut dur. On va revenir sur l'intégralité de ce match parce qu'on pourrait dire que la victoire est là, ça fait 6 points en 2 matchs et on aurait terminé le podcast. Et évidemment avec le podcast, vous le savez, on va toujours un peu plus loin dans les analyses. Il y a des choses qui nous ont un peu dérangés dans le match, dans le jeu et surtout dans l'attitude. Pour parler du match d'hier, mon équipe, le quatuor habituel, là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été reconstitué parce que avec les agendas des uns et des autres, c'était compliqué. Mais là, il est là pour vous, pour ce deuxième match de Ligue des Champions. Tout d'abord, Mousse, qui est lui toujours là ces derniers temps. Mousse, comment ça va ? Salut Hugo, salut les gars. Bah, écoute, ça va. Je suis un peu en panique parce que je vais me faire arracher une dent juste après, mais sinon, en dehors de ça, tout va bien. Heureusement qu'on le fait avant le podcast alors. Ça aurait été compliqué avec l'anesthésie, Mousse. Ouais, surtout il va me manquer une dent en moins, donc je sais pas si je ferai encore des podcasts. Hein. J'aurais pas déjà qu'il m'en manque quelques-unes. C'est un chantier en fait. C'est très long. Il y a une trêve internationale, tu vas avoir le temps de te reposer. Voilà. Également pour nous accompagner, Yacine Amned. Comment ça va, Yacine ? Ça va, merci. Salut à tous. Est-ce que tu es de bonne humeur ce matin ? Non. Bon, tu vas nous expliquer. Alors pourquoi ? Tu veux nous faire vite fait une petite brief de pourquoi tu n'es pas d'humeur ? Ouais, à cause de moi en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte que à cause tu sais, quand tu fais un peu des trucs dans les médias, parfois tu t'auto-censures parce que tu veux pas être trop dur, parce qu'après les gens pensent que tu joues un rôle et que tu es tout le temps négatif et tout. Et en fait, si je disais ce que je pense vraiment, en fait, il n'y a aucune surprise sur ce qui s'est passé hier, mais voilà, donc je me retiens, et je m'en veux à moi en fait. Voilà. Après, tu sais très bien, Yacine, je sais, on parle souvent off, il y a des choses qu'on peut dire quand on est sur le podcast et d'autres qu'on peut dire quand on est off. Voilà, il faut savoir juste adapter, polisser le discours. Tu peux penser la même idée, mais la rendre faisable, on va dire. Ouais, mais je pense que je police pas le discours, je le positive, alors qu'en vrai, je pense pas vraiment ça. Voilà. Mais c'est de pas être trop négatif, parce qu'après, les gens, ils font que dire, ah, t'es tout le temps négatif, quand est-ce que tu positives, quand est-ce que tu trouves des joueurs bons, quand est-ce que t'es content. Bah ouais, rarement, mais après, on peut trouver ça négatif, ou on peut trouver ça exigeant, je sais pas, après, chacun son truc. Hein. Ah, c'est une bonne description, Yacine. Tout le monde dit souvent que t'es exigeant avec les joueurs, dans le sens positif du terme, que tu vois toujours les choses à corriger. Après, c'est sûr. On me dit aussi que je suis très négatif. Mais... Parce que par rapport à Mousse, par exemple, Mousse qui voit souvent le verre à moitié plein, et il y a souvent des gens qui disent moi je suis plutôt team Mousse parce qu'il voit, etc., les choses positives, etc. Bon, on va avoir le temps d'y revenir dans le podcast. Évidemment, ça sert à ça. Nicolas Puravo pour compléter la bande. Ça y est, revenu de vacances, Nico ? Oui, ça fait longtemps que je suis revenu. C'est pas moi qui suis parti au Canada. Hein. Donc, ouais, je suis là. Salut. Comment ça va ? Non, j'étais pas en vacances. Je travaillais, les amis. Je travaillais loin de Paris. Et toi, est-ce que tu es de bonne humeur ce matin ? Moi, je suis toujours de bonne humeur, moi, tu sais. On a écrasé un gros d'Europe hier. Marseille a perdu. Franchement, belle semaine européenne. Moi, je suis content. Moi. Bon, c'est bien, parfait. On va pouvoir lancer le déroulé du podcast avec donc cette victoire du Paris Saint-Germain. 3-1 face au Maccabi Haïfa. Tiaron Chéri, j'espère que je le prononce bien, avait ouvert le score en première période et d'ailleurs ça tanguait fort sur les cages de Donnarumma hier et on n'était pas loin de voir même un deuxième but en première période. Et puis Messi, heureusement, a égalisé juste avant la fin du premier acte. Mbappé et Neymar ont marqué en deuxième quand ça a été un peu plus compliqué physiquement pour les Israéliens. Nico, allez, je vais commencer avec toi, parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais la victoire est là, je le disais, ça fait 6 points en 2 matchs. Bon, d'un point de vue comptable, le travail a été fait. Je dis ça parce qu'il y a des équipes comme Chelsea qui ont qu'un point, ou même la Juve qui en ont 0. Donc, il faut toujours relativiser par rapport, je parle d'un point de vue comptable. Mais quand même, sur le match d'hier, dans le jeu et l'attitude, il y a des choses à analyser, parce que les Israéliens les ont bien bougés hier dans l'intensité. Et il a fallu que Donnarumma sorte quelques parades en première période, notamment. Ouais, non, mais c'est sûr que d'un point de vue comptable, et on ne peut pas occulter cet aspect-là. Pour l'instant, c'est ce qu'il fallait faire. Mais on en a. Oh, c'est dur à dire comme phrase. On n'attendait pas moins de cette équipe, je pense.
Et après, tu es obligé d'être plus exigeant dans ton analyse avec le PSG. Tu peux pas juste te contenter de dire, voilà, il y a la victoire, donc tout va bien. Tu dois forcément aller un peu plus loin. Et c'est vrai que le match qu'on a vu hier, on s'est un petit peu retrouvé 6 mois en arrière avec Pochettino sur le banc, avec cette équipe complètement coupée en deux, avec des attitudes qui sont vraiment pas agréables à voir. Et à l'arrivée, le sentiment que les premiers matchs de l'ère Galtier et des promesses qui avaient suivi, tout a volé hier. On a retrouvé vraiment des choses qu'on n'aime pas. Mais à l'arrivée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de supporters parisiens qui vont te dire ce matin qu'ils ont trouvé que c'était un super match parce qu'on a gagné et que c'est ce qui compte. Non, avec le PSG, il n'y a pas que ça qui compte. Et aussi bien le match que l'après-match et les déclats, il y a beaucoup de choses hier qui ont été énervantes. Voilà, on revoit un petit peu des choses qu'on a déjà stigmatisées ici l'an dernier, mais même en début de saison, où moi je vous ai déjà dit que le PSG cette année allait être complètement dépendant du comportement des trois de devant. Hier, on en a eu vraiment une belle démonstration, à savoir qu'il suffit que les trois de devant fassent une heure de trottinette en se baladant sur le terrain et pour que ça foute un énorme merdier dans ton équilibre et dans ton animation offensive. Et voilà, c'est inquiétant, moi je trouve, parce que ce genre de comportement se répète et que on pensait qu'avec Galtier ça allait un petit peu se lisser, mais là depuis 3-4 matchs, c'est en train de reprendre le dessus. Donc à voir dès dimanche, il y aura une réaction par rapport à ça, mais ouais, franchement pas une belle soirée devant la télé en tout cas, vraiment beaucoup d'énervement. En plus les tweets de Yacine derrière et tout. Enfin, tu sais que tu vas avoir un podcast difficile au réveil. Et bon, il est tôt et tu sais que tu vas te prendre tout ça dans la tronche. Donc t'as pas envie de dire merci Paris pour le match d'hier. Avant que je donne la parole à Yacine justement, Nico, tu me parlais de réactions qui t'ont énervé hier. Moi j'ai plutôt vu des joueurs agacés de leur match, on va dire. J'ai vu notamment la réaction d'Mbappé qui disait il faut s'améliorer, on s'est fait endormir, de parler des temps faibles du côté du Paris Saint-Germain. Donc les joueurs sont conscients hier qu'ils n'ont pas fait un gros match. Ils n'ont pas dit au final la victoire est là, on a les 3 points. Je ne sais pas de quoi tu parlais exactement, mais je cible plus Galtier, son analyse de la difficulté. Voilà. J'ai pas aimé son analyse. Alors moi je vois vraiment un discours politique quand il explique que c'est pas un manque d'investissement mais un manque de coordination. Enfin, tu sens qu'il essaye quand même de protéger ses trois de devant, tu sens qu'il marche sur des œufs, et voilà, c'est plus ça moi qui m'a énervé. Et puis même les joueurs, alors pas dans l'après-match, mais j'ai pas aimé le comportement des joueurs sur le terrain, voilà, j'ai pas vu de révolte, un Sergio Ramos, je l'ai pas vu gueuler plus que ça. Alors après on n'est pas au stade, on voit pas tout, donc attention, peut-être qu'il y a eu, mais en tout cas à la télé on n'a pas vu ça. Voilà, toi par exemple après le premier but, moi j'aurais aimé que Sergio Ramos mette tout le monde autour de lui en cercle et qui remobilise les gens, voilà, des comportements. Au lieu de voir des mecs tête bas, chacun dans son coin. Alors, Neymar a été parlé avec Galtier, il y a eu des échanges, mais voilà, de ce que j'ai vu moi à la télé, c'était pas des comportements qui me plaisaient. J'ai pas vu une équipe en fait. Voilà, ça m'a un peu gêné, mais bon, c'était quelque part quelque chose qu'on avait déjà vu plein de fois, donc on ne pouvait pas non plus être trop surpris. Mais voilà, pas une belle soirée en tout cas. Yacine, ta première analyse, réflexion sur le match d'hier. Je croyais que j'avais rangé un mot à la cave, mais en fait c'était dégueulasse, tout simplement. Voilà. Bon, déjà le terrain. Il était attendu, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, c'est pour ça. Les mecs, je recevais des messages. C'est bien des fois parce qu'il attend un milieu de podcast pour le mettre là direct. Première phrase. Voilà, au moins. On va pas tourner autour du pot. Bon, déjà le terrain, pas terrible. Évidemment, il faisait chaud, plus chaud qu'à Paris, humide, etc. Ça, pas de problème. Il était 22h d'ailleurs hier. Il était 22h hier, heure locale, parce qu'ils avaient attendu d'une heure pour jouer parce qu'il faisait très chaud. Alors, le truc, c'est qu'après, encore une fois, moi, je n'attends pas du contenu du PSG tout le temps. Je ne suis pas débile. Il y a 60 matchs dans l'année. J'attends pas que le PSG fasse des grands matchs toute l'année, etc. Il y a juste une question d'attitude. Et en fait, le problème que j'ai sur ce match, c'est que les attitudes, elles sont pas bonnes et qu'il y a des raisons avant, mais qu'en fait, la conséquence, on la connaît déjà. Après, sur le match, rapidement, pour pas rentrer trop dans le détail, évidemment qu'on peut toujours dire qu'il y a 2 occasions d'entrée et que tu peux tuer le match. Sauf que depuis 3-4 matchs, Paris manque d'efficacité. Et que voilà, on peut refaire 1 million de matchs. Si Donnarumma à Madrid, il dégage le ballon, Paris n'est pas éliminé. Mais en fait, on s'en fout de ça. Ce qui s'est passé réellement, c'est que Mbappé et Neymar ne concrétisent pas leurs 2 occasions. Alors, on peut reparler rapidement de Neymar. Est-ce qu'il y a penalty, pas penalty? Moi, je pense que c'est très, très limite. Mais en tout cas, tu ne concrétises pas.
Et derrière, il se passe plus rien parce que tu as des joueurs qui courent pas, qui sont pas dans l'attitude, qui n'ont rien à foutre. Tu as une défense qui recule. Donc globalement, c'est ça qui me dérange. Encore une fois, je répète, j'attends pas du PSG, du Joga Bonito à tous les matchs, etc. Mais il y a un minimum dans l'investissement, qui plus est sur un match de Ligue des Champions, en sachant que, évidemment que c'est que Haïfa, mais alors, tu as pris les points à la fin, et c'est très bien. Mais malgré tout, dans l'investissement, tu dois montrer que tu veux prendre les points tout de suite, parce qu'après, tu as une double confrontation contre Benfica qui va être importante, parce que tu peux pratiquement plier ta qualif et la première place sur les 2 prochains matchs. Donc ça aurait été dommage de faire un faux pas à Haïfa sous prétexte que tu n'as pas envie, que tu n'es pas hyper motivé, que c'est que Haïfa. Voilà, moi c'est ça qui me dérange. Et la dernière chose, et on y reviendra après, c'est l'attitude de Galtier. Alors je suis tout à fait d'accord avec Nico sur les déclarations d'après-match. Sur le début de saison, on était plutôt satisfait. Là, franchement, ces déclarations, elles sont horribles. Mais en plus, sa réaction, ses réactions. C'est-à-dire qu'hier, Paris renverse pas le match parce que Galtier a lu le match et qu'il a fait un changement intéressant, parce qu'il a changé de système ou parce que il a fait du coaching. Paris gagne le match sur le talent individuel. Stop. Ben, alors, je donnerai après, moi je vais te lancer sur toi aussi ta première analyse générale du match, mais moi j'ai vu une réaction de Galtier au micro d'RMC Sport sur la première période, je suis pas d'accord avec vous Nico et Yacine, où il dit on a eu 2 ou 3 grosses situations en première, ils en ont eu aussi, ça a poussé fort avec une grosse ambiance, on n'était pas très bien organisé, rapidement coupé en 2, ce qui a donné des situations à l'adversaire et une première période très difficile pour nous, on était en infériorité numérique au milieu avec beaucoup d'espace dans le dos de notre trio de devant. Alors, Ouais, je dis pas que ça, c'est positif ça. Tu as oublié la phrase la plus importante. Ils ont décroché. C'est pas une question d'envie. Ils ont abandonné trop vite. Non mais attends, c'est une explication ça. Ils ont abandonné trop vite. C'est un début de réponse. Mais non, mais c'est encore pire. Ça veut dire que tu vois que tes joueurs font rien, qu'ils se foutent de la gueule du monde et tu réagis pas. Et après, bon, je vais. Et en plus, attends, excuse-moi, ils jouent sur les mots entre eux. C'est pas une question d'envie. Ils ont lâché. Voilà, c'était le mot exact. Ils ont lâché. Il a parlé de pression aussi. Il a parlé de pression aussi, Yacine. Hein? Il a parlé de pression aussi à ce moment-là. Ouais, mais attends, à un moment donné, c'est pas sérieux ce qu'il dit. Bien sûr. Hein. Et c'est pour ça que Nico a raison. Évidemment qu'il marche sur des œufs. Il sait pas trop est-ce qu'il doit les allumer sur leur attitude, mais en même temps un peu les protéger. Il parle de bloc équipe. Voilà. Après, bon, vas-y, on y reviendra après de toute façon sur le bloc équipe. Parce que... on va avoir le temps de développer longuement sur la MNN de devant. Donc Yacine, on aura le temps d'en parler après. Des 3 de devant, mais Mousse, toi, avant qu'on passe plus dans le détail, ton analyse globale sur le match d'hier. Alors moi, je pense que vous êtes dur avec les joueurs, parce que moi, j'ai vu des joueurs romantiques hier, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu rendre hommage à Pochettino, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc, ils se sont dit, on va faire une mi-temps à la Pochettino pour rendre hommage à notre ancien entraîneur, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lui dire au revoir. Moi, je sais pas voilà, c'est plutôt sympa de leur part. Deuxième chose, c'est qu'on a vengé les Algérinos, Rabé Sandratana et tous les autres de l'époque. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, je vais pas être très très original. Je suis d'accord avec Nico et Yacine. C'est ce que quand on parlait hier sur le groupe WhatsApp, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait le PSG n'arrive jamais, en tout cas cette équipe-là n'arrive jamais à se motiver, même en Ligue des Champions, si en face t'as pas un grand d'Europe. C'est-à-dire que je pense pas que face à Lisbonne, même que ce soit au parc ou là-bas, on verra pas ce type d'attitude, parce que c'est des équipes qui prennent au sérieux. Là, ils ont pris de haut cette équipe d'Haïfa. Moi, je veux vraiment tirer un coup de chapeau à cette équipe d'Haïfa, parce que quand tu vois la compo de l'équipe, c'est souvent des joueurs de D2 européennes en fait qui sont venus rejoindre cette équipe d'Haïfa. Moi, je trouvais une équipe valeureuse, collective. Ils se sont bien battus. Alors évidemment, c'était un jeu stéréotypé et tout, mais elle a bousculé cette équipe du PSG. Et évidemment que les attitudes qu'on a vues en première mi-temps, et même si c'est vrai, il y a eu en les 5 premières minutes à 2 occasions réelles d'Mbappé, par exemple. Vers la 30e, tu en as une de Neymar où on pense qu'il y a pénalty, il se jette un petit peu, il y a un contact, mais bon, il n'y a pas pénalty. Donc c'est vrai que tu aurais pu plier le match. Mais c'est même pas ça, et même au-delà du score, encore une fois, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG jouer comme ça. Et quand je dis ça, c'est qu'il n'y avait pas de mouvement. Nico l'a très bien dit, Yacine aussi, une équipe rapidement coupée en 2, les 3 de devant qui ne faisaient pas du tout les mêmes efforts qu'on a pu constater depuis le début de saison. Voilà, c'est tout un tas de choses. Et évidemment, Galtier, moi ce qui m'a fait rire, Galtier en fin de rencontre, c'est quand il dit oui, en deuxième mi-temps, ça a été mieux parce que j'ai fait des réajustements tactiques.
Ouais. Bah, moi, j'ai bien rigolé quand il a dit ça parce que il me semble qu'il remplace que Vitinha et c'est du poste pour poste. Et moi, j'ai pas vu de réajustement tactique en fait. En fait, C'est juste que il parle de enfin, d'après ce qu'il dit, Je l'ai un là. repositionnement entre Mbappé, Neymar et Messi, en fait. Ouais, je l'ai la déclaration, si vous la voulez. Je vous la donne et puis vous réagissez dessus. Donc, il dit, Galtier explique que en deuxième période, ça a un peu changé. Donc, je cite, il a fallu rectifier certaines choses à la pause. On a été beaucoup plus compact. On a fait une très belle deuxième période avec des situations favorables. Il fallait réagir après cette première période très moyenne sur le plan tactique. À partir du moment où notre trio est redescendu, on a été beaucoup mieux. On a repositionné Ney sur le côté gauche et on a récupéré le ballon là où on devait le récupérer. C'est une pelouse pas mauvaise, mais vraiment différente de ce qu'on a chez nous et on a eu des erreurs techniques. Voilà. oui, en gros, il explique que les trois de devant sont redescendus pour faire un vrai bloc, etc. Moi, encore une fois, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont surtout profité de la fatigue de cette équipe d'Haïfa qui a tout donné pendant 60 minutes et qui était complètement rincée allez, je vais être gentil, à 25 minutes de la fin, honnêtement, et ce qui est normal, hein, parce qu'ils ont beaucoup donné. Et je pense que Paris a surtout profité de la fatigue d'Haïfa, qui, je pense, était surmotivé à l'idée de jouer contre le Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé et Messi. Et voilà, évidemment que cette deuxième mi-temps, elle est un peu mieux. Mais globalement, sur les 90 minutes du PSG, il y a eu des attitudes qui ont été honteuses. Et encore une fois, ils ont pris de haut cette équipe d'Haïfa. Ça a failli faire mal parce que le deuxième but que met Haïfa, évidemment, il y a hors-jeu, mais c'est vraiment un court hors-jeu. Et à 2-0, je sais pas comment cette équipe aurait réagi. Donc, écoute, on verra le prochain match. Mais là, ouais, Galtier n'a pas eu les cojones de faire des changements parce que j'ai entendu là, et j'en resterai là. Beaucoup de Parisiens parlaient de Tudor et le fait qu'il sort Balerdi mardi soir. Mais bon, remplacer Balerdi, sortir Balerdi en première mi-temps, c'est facile. Hein, c'est pas voilà, mais tu peux pas sortir Messi, Neymar, Mbappé comme tu peux sortir Balerdi. Donc la comparaison déjà, elle était pas folle. Voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Nico. Je viens vers toi pour donner la parole à certains tweets que j'ai vus hier. Je dis pas forcément que c'est ce que je pense, mais hier, j'ai vu des tweets, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ouais, il y en a au moins un des trois qui doit sortir dans l'investissement, etc., dans le remplacement défensif, parce que Paris n'était pas bien. Et je voyais des tweets disant, ouais, mais si Galtier sort Neymar, est-ce qui te marque le troisième but qui est assez beau, avec la passe de Verratti et le contrôle de l'enchaînement Neymar, contrôle de la cuisse droite et enchaînement du gauche, qui te met ces buts-là, etc. Au final, ça lui donne raison de laisser les trois sur le terrain parce qu'il te met encore un but à la fin et il te permet d'avoir 2 buts d'écart et de tuer le match, Nico. Ouais, mais encore une fois, tu affrontes Haïfa. Il faut quand même avoir bien conscience de l'adversaire. C'est une équipe chapeau 4. Et c'est pas. Même si on a vu qu'il y a des équipes chapeau 4 qui sont moins bonnes, bah oui. Pas de nom, vous les connaissez comme moi, c'est une bonne équipe, mais ça reste quand même moyen. Donc évidemment, qu'en laissant les trois sur le terrain, tu vas finalement sur l'individualité, sur le talent, tu vas évidemment faire la différence. Ça, plus effectivement conjugué à la baisse physique de cette équipe, la dernière demi-heure, elle est à sens unique. Mais le problème, il va au-delà de ça. Tu ne peux pas te contenter de ça parce que l'objectif du PSG cette saison, c'est pas de battre le Maccabi Haïfa, c'est d'aller loin en Ligue des Champions. Et tu commences déjà à travailler tout ça. Tu as des attitudes, tu as des comportements, tu peux pas tolérer ça. Aujourd'hui, franchement, n'importe quelle équipe dans le monde, si c'est pas le statut des trois, tu prends 3 joueurs lambda qui se comportent comme ils se sont comportés en première mi-temps, les 3 ils sortent à la mi-temps. Franchement, les 3 ils dégagent à la mi-temps. Un entraîneur non mais un entraîneur non plus les 3, mais tu fais rentrer qui? Tu fais rentrer Soler, Sarabia et Kitike? Je veux bien hein, les gars, mais je veux pas les 3 à la période, à la mi-temps. C'est beaucoup. Voilà, t'as choqué Nico. Ça a bugué. Il est resté bloqué. En plus, il a un très beau. Ce que voulait dire Nico, je pense, c'est que, ok, évidemment, tu vas pas changer les 3 d'un coup, mais t'aurais pu en sortir un, histoire de leur faire comprendre, en fait, de leur dire, voilà, vous n'êtes pas intouchable, mais si vous faites pas les efforts, vous sortez du 11. C'est juste ça, parce que honnêtement, cette équipe a été coupée en deux dès le début de la première mi-temps. C'est-à-dire qu'on n'a même pas attendu un petit peu. On a bien vu que les 3 de devant, il n'y avait rien à faire. Et c'est vrai que c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est scandaleux. C'est pas normal. Et ils l'ont fait parce que c'était Haïfa et qu'ils comptent sur leur qualité individuelle. Et ils savaient, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils savaient que sur un point individuel, tu allais pouvoir égaliser, marquer un but, même si le but de l'égalisation, il est plutôt construit, c'est pas mal, tu vois. Mais encore une fois,
je suis pas loin d'être d'accord avec Nico. Alors peut-être pas les trois, mais il aurait fallu peut-être faire un exemple, histoire de dire voilà les gars, c'est pas possible. C'est un match de Ligue des Champions, tu vois. C'est un match de Ligue des Champions. Moi les gars, je suis d'accord sur ça. Jamais je dis pas que j'ai pas aimé non plus la première période des trois. Oui, bien sûr. Alors sur les trois, c'est vrai, Hugo. Les trois, c'est difficile. Dans ce cas-là, si par exemple là hier City ils font pas une bonne première période, tu seras Haaland, Bernardo Silva et puis De Bruyne parce que les trois sont peut-être pas aussi bons. Enfin. Voilà, c'était juste ça. Tu vois, pour revenir à Marseille, Tudor, il sort en même temps, tu vois, il sort le trio offensif. Il sort d'un coup Payet, Sanchez et Gerson. Ouais. Après, Yacine, vas-y. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que là où Galtier est piégé, je sais pas si on fait tout de suite la partie Galtier, parce qu'en fait, vas-y, allez, allons-y. Vas-y. Voilà. Alors, en fait, pourquoi Galtier est piégé? Parce que, premièrement, il y a les statuts. Et malgré tout ce qu'il a expliqué dans les interviews de début de saison, mais évidemment que les statuts existent et évidemment qu'à un moment donné, tu es pris au piège. La deuxième chose, c'est le talent. Avec rien, tu as quand même, en étant pas investi, pas forcément bon, tu as quand même 3, 4 grosses occasions en première mi-temps, en étant éclaté, dont l'égalisation. Et l'égalisation, c'est Mbappé, alors qui ne sert pas Messi, comme je l'ai lu dans certains trucs, mais qui centre fort, le ballon est contré, il arrive sur Messi et Messi marque. Et en fait, là où Galtier est piégé, c'est quoi? C'est qu'il se dit, on n'est pas bon, on n'est pas dans le rythme, mais malgré tout, qui c'est qui te sort de là? C'est Mbappé sur une accélération et c'est Messi qui marque. Donc, est-ce que je peux les changer? Donc, tu es pris dans un deuxième piège. Et le troisième piège, c'est ta gestion de l'effectif depuis le début de la saison. À partir du moment où tu n'as donné aucun temps de jeu à personne, que tu as insisté avec une équipe type sur les 12 premiers matchs de la saison, que tu n'as pas fait de changement même quand le score était acquis, que tu as donné des très petits bouts de match aux remplaçants. Et quand je dis bout de match, c'est à part une entrée à 25 minutes de la fin pour Ekitike ou une fois, je ne sais plus qui, Ruiz contre Brest, tous les autres rentrent dans les 10 dernières et parfois pour les 5 dernières minutes. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux, là, tout de suite, faire entrer Sarabia ou Solaire à la mi-temps en me disant, ils vont m'apporter? Ben non, tu ne peux pas puisque tu n'as aucune certitude, puisque de toute façon, tu leur as donné tellement peu de temps de jeu que dans les automatismes et dans ce que tu as vu sur le terrain. Je prends l'exemple d'Ekitike qui rentre contre Brest. Pas une bonne rentrée. Il fait une rentrée volontaire, mais techniquement, on voit que c'est pas à l'aise. Il n'a pas d'automatisme. Il ne sait pas quand est-ce qu'il doit remiser et partir, quand est-ce qu'il doit garder le ballon. Mais ça, c'est logique. Parce que ça, c'est les automatismes du match. Et donc, à partir du moment où tu n'as rien travaillé de plan B, entre guillemets, ou de coaching depuis le début de saison, tu es sur le banc d'un match de Ligue des Champions qui est en train où tu es en train de faire un mauvais résultat contre la plus petite équipe du groupe. Tu te retournes, tu te dis, est-ce que je peux lancer Ekitike maintenant? Et sortir, par exemple, je dis n'importe quoi, sortir Messi et mettre Mbappé, Neymar autour d'Ekitike. Non, parce que je n'ai pas de certitude. Est-ce que je peux sortir Neymar et mettre Solaire? Bah non, parce que Solaire, finalement, je l'ai vu 7 minutes. Est-ce que je peux passer à 3 au milieu? Comme je l'avais dit dans certaines conférences de presse, à un moment donné, si on a des difficultés, je ne m'interdis pas de passer à 3 au milieu et laisser que 2 attaquants. Donc, est-ce que je peux enlever, par exemple, Messi, rajouter Fabian Ruiz avec Vitinha et Verratti et laisser Neymar et Mbappé devant? Ben non, parce que je ne l'ai jamais testé. En fait, tu es pris au piège de tout ça. Et c'est pour ça que moi, le discours de début de saison, j'avais été critique. Après, j'ai dit, OK, pour l'instant, ça va, etc. Mais j'avais un gros doute. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, dans ce club-là, les statuts sont tellement importants, les défaites sont tellement analysées de façon exacerbée que finalement, Galtier, il fait quoi aujourd'hui? Il se dit, mais si je perds un match de championnat, parce que j'ai fait tourner, pendant 48 heures, on va parler que de ça, et le PSG, ça recommence, et le PSG perd des matchs, et le PSG n'est pas capable d'enchaîner les victoires, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait Galtier depuis le début de saison? Il essaye de prendre le maximum de points avec l'équipe qu'il a alignée et qui tourne, qui a des automatismes. Et on l'a vu hier, Mukele, on en pensera ce qu'on veut individuellement, mais comment tu veux qu'un mec qui a joué 37 minutes depuis le début de saison avec une... Allez, je suis dur là parce qu'il a une titularisation. Mais d'un coup, il arrive en match de Ligue des Champions et il sait où se positionner. Et d'ailleurs, la scène avec Donnarumma, elle est tout à fait parlante. C'est-à-dire que Mukele, en fait, il ne sait pas où se positionner puisqu'il a joué un match
titulaire et il a fait des entrées en jeu comme ça. Donc, il a fait des entrées en jeu, notamment quand Paris menait. Donc, à l'arrivée, c'est quoi? Ouais, on en Tu parle vois? tout à l'heure d'Orny Mukele Voilà. Donc, en fait, le piège, c'est Galtier qui se le tend tout seul. Tu fais pas de coaching, tu donnes pas de temps de jeu aux remplaçants. Et en plus, il y a les statuts. Et en plus, comme par hasard, Messi marque à la 37e. Donc tu te dis quoi? Bon, de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas dans un bon jour. Bah, les trois de devant, ils vont me sortir d'un faux pas, je ne peux pas les toucher. Voilà, c'est ça la réflexion. Et en fait, finalement, on en arrive à ce que ce soit tout ce qu'on a reproché au PSG depuis le début, depuis plusieurs saisons, à savoir que le talent t'oblige, entre guillemets, à te dire bah, je le laisse sur le terrain parce que à un moment donné, il fera la différence, même si on est moins bien. Et finalement, comme j'ai vu là aussi sur certains tweets, bah, on va tout passer sous le tapis, ce qui s'est passé hier. On a quand même gagné. On a quand même gagné 3-1. On a 6 points. Arrêtez de vous plaindre. Mais sauf que quand au mois de mars, il t'arrivera ce qui t'arrive depuis 4 fois en 5 ans, il ne faudra pas venir chialer. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on en parle dans le podcast, parce que c'est ces comportements-là, on les dit depuis plusieurs saisons, et on les dit même à ce moment-là, plutôt que de dire le score, on a gagné, etc., le Paris Saint-Germain à 6 points, c'est maintenant qu'il faut relever ce genre de détails ici. Vas-y Mousse, et après je redonnerai la parole à Nico. Ouais, 30 secondes pour compléter ce que disait Yacine. Tu as même l'impression que le recrutement, en fait, cet été, ils ont pris vachement de milieu pour éviter de sortir les trois de devant. C'est-à-dire que tu vas changer toujours au milieu, essayer d'apporter du centre au milieu. Et comme tu sais que les trois de devant, de toute façon, c'est aléatoire, parfois ils participent aux phases défensives, parfois non. Et donc, ça permet aussi à Galtier de pas trop se soucier de ce qui se passe devant, mais par contre, de pouvoir faire sa tambouille au milieu, parce que tu as vachement de milieu, que ce soit défensif, offensif, relayeur. Ce que tu veux, tu as tous les profils au milieu. Mais devant, tu n'as pas de concurrence. Alors, tu as Ekitike, mais il a 19 ans, donc c'est facile de le laisser sur le banc, de lui donner très peu de gens. Mais par contre, là vraiment, où j'ai les boules, c'est pour Sarabia. Parce que Sarabia, il sort d'une putain de saison au Sporting. Campos arrive, Campos et Galtier disent non, mais nous, on va garder Sarabia. C'est un excellent joueur, c'est un joueur de devoir, un joueur de collectif. Et le gars, tu le vois, à part quand Mbappé n'était pas dispo en début de saison, on ne l'a jamais revu. Alors, on sait que c'est quand même un joueur qui peut t'apporter dans ces moments-là. Et ça, franchement, quand tu parlais de gestion, Yacine, tout à l'heure, il y a aussi ça. Et ça, c'est incompréhensible. Parce que là, tu vas le perdre, Sarabia. Parce que même quand tu vas le faire rentrer, le gars, il sera. Et tu peux ajouter, que ces 2 premiers matchs, justement, en l'absence d'Mbappé, il avait été bien dans le collectif, il avait apporté ce qu'il avait apporté. Là, tu l'as perdu, ça y est, tu l'as perdu. Et je rappelle qu'il était à 15 buts et 6 passes décisives l'année dernière avec le Sporting, il avait fait une très bonne saison. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Mousse, sur le fait que là, dans la tête, je pense qu'il peut commencer à décrocher et se dire en fait, ils sont vraiment foutus de ma gueule et j'aurais dû me casser avant la fin du mercato. En plus, il y a le mondial, Hugo. Hein. Il y a le mondial qui arrive. Il est titulaire, Sarabia, en équipe d'Espagne. Donc, c'est vraiment pas cool pour lui. Non, effectivement. Nico, t'as retrouvé la connexion? Ouais, je te retourne. Alors, vas-y, je te redonne la parole. Tu vois, t'as dire une méchanceté, ça a fait tout péter mon ordinateur. Il t'aime pas, mon ordi. Non, mais là, je vais dans le prolongement de ce que viennent de dire Yacine et Mousse. C'est-à-dire que, quand je te disais, les trois de devant, si t'es pas au PSG, si t'as pas des joueurs avec ce statut-là, n'importe quel entraîneur, il les sort, les trois. Sauf que c'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé, tu peux pas au PSG. Mais tu prends 3 joueurs lambda qui font une mi-temps comme ça, ils peuvent pas revenir sur le terrain, parce que c'est honteux leur première mi-temps. Ouais, mais à Paris, tu peux pas. Moi, je suis pas d'accord avec Messi, mais on en parlera après, mais moi, je trouve que Messi, il a été bon hier et qu'il a respecté le jeu, à part sur une ou deux occasions. Bah, c'est lui qui fait la passe, c'est lui qui fait la couvre sur Messi, sur Mbappé, avant que Mbappé lui remette en centre. C'est lui qui fait la passe décisive sur le deuxième but. Moi, j'ai trouvé que c'était celui qui avait essayé le plus d'aérer le jeu, mais bon, je vois qu'Yacine fait des bons et Mousse pas. C'est pas grave, on en parlera tout à l'heure. Nico. Après, c'est globalement, Hugo, hein, sur le match global, sur l'attitude. J'ai vu le match comme vous hier, ne dites pas genre comme si j'avais pas vu le match. Mais je suis d'accord avec Neymar et Mbappé, mais Messi, je suis désolé. C'était le meilleur des trois. Mais après, on va pas être d'accord, mais ça sert à ça le podcast. Vas-y, Nico. Ça dépend ce que tu attends d'un mec comme Messi, en fait, et même des trois autres d'une manière générale. Effectivement. Non, mais si tu attends qu'ils fassent des passes décisives, qu'ils mettent des buts, ils vont te le faire à tous les matchs. Parce qu'il y a le talent individuel et que ça va forcément arriver au bout d'un moment, ça, il n'y a aucun problème. On le sait tous. Surtout contre une équipe comme Haïfa. Maintenant, encore une fois, quand tu analyses globalement cette rencontre, tu es obligé de regarder tout ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, c'est des déséquilibres. C'est un jeu collectif offensif qui est réduit juste au jeu entre les trois de devant, parce que tout ce qui est autour, ça n'existe plus quand les trois ils sont ensemble comme ça, comme hier. Tu as des latéraux qui ne savent plus où se placer, parce que quand ils sont trop,
Ils n'ont pas de ballon de toute manière, donc du coup, ils ne servent à rien. Quand ils sont trop bas, ça crée des espaces, on ne peut pas faire le contre-pressing. Enfin, le comportement des trois, il impacte tout le reste. Alors oui, c'est ce que j'ai dit hier, on ne va rien pouvoir dire parce que les trois, ils ont marqué leur but hier. Ok, bon, on se contente de ça. On attend que Messi fasse une passe, il a fait sa passe, on attend que Neymar il mette un but, il a mis son but, il n'y a pas de problème, on est content. Maintenant, ce genre de match-là contre les grosses équipes, on a déjà vu, tu vas prendre le bouillon. Je vous rappelle, et c'est l'exemple parfait, c'est le match du Bayern, c'était il y a 2 ans, ou là non, c'était l'année dernière avec Pochettino. Le match du Bayern, quand tu prends 40 tirs là-bas quasiment et que tu gagnes finalement 3-2, tout le monde nous a dit c'est formidable, le PSG a gagné ce match, le talent individuel, machin. Sauf que ce match-là, dans une journée où tu as un petit peu moins de réussite derrière, où tu as un Navas qui n'est pas inspiré, c'est des matchs où le PSG peut prendre 8 buts. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Hier, on concède. Combien ils ont fait de tirs, le Maccabi? 13 tirs hier. 13 tirs. Le Maccabi Haïfa te fait 13 tirs. Hier, franchement, tu prends 2 ou 3 buts, il n'y a pas de scandale. Tu ne peux pas te dire ah ouais, mais les 3 devant, ils ont fait leur boulot, ils ont mis leur but. Voilà les 3 devant, surtout aussi les conséquences de leur comportement hier. C'est que tu as vraiment une équipe qui n'est pas équilibrée, qui n'a pas de bon comportement défensif, offensif. Hier, à part les 3 buts des mecs de devant, il n'y a pas de points positifs dans le jeu. Franchement, il n'y en a pas. Petite stat sur le match d'hier. Paris a encaissé 1 but lors de chacun de ses 10 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. 17 buts concédés au total. La dernière fois qu'ils ont gardé leur cage inviolée en déplacement, il faut remonter à octobre 2020. C'est face aux Turcs de Başakşehir. Donc c'est vrai qu'il y a à l'extérieur une manie quand même de prendre souvent un but et à un moment avoir un temps faible où tu sens que le PSG peut lâcher. Mousse. Ah, bah, il est figé, Mousse, en fait. Ouais. Je croyais qu'il fait la main depuis tout à l'heure. Parce que j'ai vu, il était comme ça. Bon, bah, après Nico, qui est resté en screen, c'est Mousse qui lève le bras gentiment. Bien éduqué, Mousse. Tu peux redescendre le bras, Mousse. Hein. Bon, il va rester comme ça, apparemment. Yacine. Alors, j'explique pourquoi, quand même, je dis Léo Messi. Je suis d'accord avec toi, Nico, sur le fait qu'il y a un déséquilibre, et je l'ai tweeté hier, que l'équipe est coupée en deux parce que les 3 de devant ne reviennent pas défendre. Mais vous l'avez vu depuis le début de saison que Messi était à un autre niveau que la saison dernière, que les efforts défensifs, il les faisait dans les matchs. Donc, on est d'accord que c'est pas le même Messi que la saison dernière. Et pourtant, je suis pas un défenseur de longue date de Léo Messi. Enfin, je suis pas un fan. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Nico, sur ce constat-là? C'est pas le Messi de l'année dernière. Non, c'est pas le Messi de l'année dernière. Déjà, il a l'air moins, il fait moins la gueule d'être là, ça se sent. Il a fait un meilleur début de saison que l'an dernier. Il y a plus d'efficacité. Je trouve qu'il y a dans la gestuelle plus de fluidité. Il y a une accélération. On retrouve quand même des attitudes. On est d'accord. Après, le souci moi que j'ai avec Messi, c'est encore une fois, c'est cette incapacité totale à aller jouer sur le côté, quoi. C'est très stéréotypé le jeu de Messi, quoi. Je repique dans l'axe, je cherche Neymar. Et c'est là où moi j'attends plus de lui. Le nombre de fois, on l'a déjà dit ici, le nombre de fois où Hakimi n'est pas servi côté droit, c'est quand même se priver d'une arme offensive. Et aujourd'hui, le jeu du PSG se résume en fait à des combinaisons aux 3 de devant dans l'axe. Voilà. Donc tu n'as pas d'autre aujourd'hui, tu n'as pas d'autre moyen d'attaquer, de mettre des blocs en face en difficulté, parce que tu ne vas pas chercher les couloirs, parce que tu n'as pas de surnombre amené par les mecs du milieu, parce que tu n'as pas ou très peu de centre, parce que quand par miracle, tu as des deux latéraux qui est servi, on se rend compte que très souvent au centre, il n'y a personne dans la surface. Donc Messi, je trouve qu'il contribue quand même beaucoup à ce manque de variété dans le jeu offensif du PSG. C'est là où moi j'attends de lui un petit peu plus de complémentarité avec notamment Hakimi côté droit. On dit en rigolant ici qu'il a un problème avec lui, que visiblement il l'aime pas, mais je crois que non, c'est juste qu'on l'a vu hier avec Mukiele, c'est la même, quoi. Mukiele, avec tous ses défauts hier, il propose quand même pas mal de solutions devant, il essaye de se démarquer. Combien de fois Messi a décalé Mukiele pour ensuite aller centrer? Une fois, je crois. Donc voilà où moi je suis un peu déçu de Messi. Après, oui, par rapport à l'an dernier, c'est sûr que c'est bien meilleur. Le Messi de l'an dernier, les 6 premiers mois, c'était un fantôme. Donc oui, c'est mieux, bien sûr, mais c'est pas suffisant pour moi. Mousse est revenu, ça y est, il est revenu. Et pareil, il y a un petit problème de connexion, Mousse, parce que tu sais quand même que tu es resté figé avec le dos en l'air comme ça. C'est direct, ouais, je sais pas, il y a marqué votre appareil est en surchauffe, je sais pas quoi. Bon, ça chauffe. Il faut que je change, c'est pas bon du tout. Moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Messi et l'attaque, mais je pense que ça se trouve, Nico en a parlé pendant que j'étais pas là. C'est surtout le fait de se faire transpercer en première mi-temps par cette équipe d'Haïfa.
Et si tu arrives à te faire transpercer par une équipe de ce niveau-là, et qu'ils aient la capacité de pouvoir se projeter assez facilement vers l'avant et tenter des frappes. Vous avez sorti la stat, je crois, il y avait 13 frappes en tout du Maccabi Haïfa. C'est aussi parce que les trois de devant, voilà, n'ont pas gêné cette équipe israélienne et sont contentés de rester. Et du coup, Vitinha et Verratti prenaient un peu le bouillon. Les Israéliens étant en surnombre. Donc voilà pourquoi aussi, que ce soit Messi ou les autres, hein, c'est pour ça que tu parlais de Messi, Hugo, mais c'est pareil pour les trois, en tout cas, en même temps, peut-être Neymar un peu moins comme d'habitude, qui a peut-être fait un peu plus d'efforts que les autres et encore. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même fou qu'une équipe du niveau d'Haïfa arrive à transpercer tranquillement. Et même, tu voyais sur certaines phases où Haïfa avait le ballon offensivement, il y avait même pas de pression, c'est-à-dire que même les milieux et défenseurs, ils défendaient pas en avançant, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivaient tranquillement aux abords des 30 mètres et ils faisaient et ça, c'est juste pas normal. Voilà. Dans le tableau de bord, le Maccabi Haïfa en possession de balle, 48% pour le Maccabi Haïfa, 52% pour le PSG, c'est quand même assez rare pour être souligné. Dans les tirs, alors moi j'avais noté 12 tirs sur Flash Score Résultat, mais peut-être que c'est 13, vous avez sûrement raison. 16 pour le PSG, 5 tirs cadrés pour Maccabi Haïfa et 6 pour le PSG. Yacine, je te lance en donnant une petite stat, j'aime bien en donner comme ça dans le déroulé du podcast, que Paris n'a réussi que 88% de ses passes. Il s'agit de son plus faible ratio de la saison sur un match. Bah ouais, mais en même temps, quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas d'envie, quand en plus tu rentres dans la densité et qu'on sait l'équipe adverse sait où tu vas venir et qu'elle se positionne en fonction, évidemment, tout le PSG qui a, il rate des passes, ils sont pas capables de se trouver. Mais en fait, ce que dit Nico, c'est ce que j'ai montré dans la minute coach contre la Juve, déjà à la deuxième mi-temps, que l'équipe elle était déjà coupée en deux. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on explique là, ça m'énerve parce que c'est pas nouveau, c'est juste plus flagrant parce que c'est Haïfa et parce que c'est dès le début de match. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà montré cette saison et dont on a parlé dans le podcast. L'équipe coupée en deux contre la Juve avec un bloc là-haut et une défense trop basse, ou après 3 devant qui font pas les efforts et le bloc équipe qui recule. Bref, enfin le reste du bloc d'ailleurs. En fait, je pense qu'il y a trop de choses. Alors, on revient sur Messi parce qu'on avait commencé sur Messi. Je termine sur Messi. Si Messi, c'est juste se contenter de dire, il a fait une passe D. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais attention. Je te dis, là, son match, il est horrible. Sa première période, il perd des ballons. Mais je ne sais même pas comment les autres sur le terrain, notamment par exemple, c'est Sergio Ramos, alors qu'il n'a pas été réprochable hier non plus. Donc peut-être qu'il s'est dit que ce n'était pas le moment qu'il fasse des remarques. Ni Danilo, ni Marquinhos d'ailleurs. Ouais, mais en plus, non, mais parce que je parle de Sergio Ramos, parce qu'on a eu l'habitude de le voir pousser des gueulantes. Même lui, il n'osait pas parce qu'il a dû se dire, bon, même moi, je suis éclaté aujourd'hui, donc je vais peut-être pas. T'as remarqué sur le premier but qu'on encaisse, il n'y a aucune réaction des joueurs. Hein. Non, de ouf. Personne ne se regarde, ils baissent la tête, ils vont le rond-point central, personne s'engueule, personne ne dit rien, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, Messi, mais moi, je ne sais pas comment ces joueurs acceptent des pertes de balles ridicules, parce que c'est ridicule, parce qu'ils forcent les dribbles à l'intérieur et il ne réagit pas, il n'en a rien à foutre. En gros, bon, les gars, il va falloir courir pour moi parce que j'attends le prochain ballon. Et vous lui dites rien. Mais tout Messi, mais j'en ai rien. Non, mais en fait, c'est ça la différence, tu vois, avec le monde professionnel et les gens normaux. C'est qu'ils sont tellement dans leur bulle qu'il ne faut pas toucher à Messi. Écoute, Messi, pas Messi, j'en ai rien à foutre, moi. Quand tu te fous de ma gueule et que moi, je suis en train de courir comme un chien derrière toi, non, mais je vous le dis, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas ton chien. D'accord? On est 11 sur le terrain. Moi, c'est pas moi qui vais aller me taper pour courir, pour récupérer tes ballons dont tu n'as rien à foutre. J'avais parlé la semaine dernière de si vous n'avez pas envie de jouer, mais jouez pas. Yacine, tu es d'accord quand même que depuis le début de saison, on loue le travail, on va dire, collectif de l'équipe et que c'est le collectif de Paris qui font ce début de saison-là, que ce soit en Ligue des Champions, enfin, peut-être pas contre la Juve, la première période de la Juve, les 35 premières minutes, et le trophée des champions en Ligue 1. Et on note aussi que Messi fait l'effort et il y a plusieurs séquences, on le voit pressé. Donc tu es d'accord qu'il l'a fait depuis le début de saison. C'est que hier où il ne l'a pas fait. C'est vrai,
Mais sauf que ça fait 3 matchs, en tout cas, deuxième mi-temps de la Juve, Brest, et là, ça fait donc 3 matchs de suite qu'ils ne le font plus. Ou moins. 2 matchs et demi. Ça commence à être problématique. La dernière chose, et en fait, le problème, c'est que là, on tape sur les 3 de devant, et à juste titre, parce que le match, l'attitude, etc. Il va vite qu'on passe au sujet des 3 de derrière. Parce qu'en fait, c'est aussi eux qui sont en train de foutre la merde dans l'équipe. Et là aussi, je l'ai dit, à un moment donné, tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, quand Galtier parle d'équipe coupée en deux, en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on décide d'être très haut et on va prendre de la profondeur, des ballons dans notre dos, mais tant pis, Donnarumma, il devra jouer à 30 mètres de son but et on va gérer la profondeur? Ou est-ce que tu décides de jouer bas et à ce moment-là, on repart sur ce qu'on a vu l'année dernière, à savoir des joueurs qui doivent redescendre et faire des courses de 45 mètres pour aller attaquer? Mais à un moment donné, il va falloir se décider. Parce que cette ligne de 3 aussi, elle est en train de te foutre dans la merde. Et hier, Verratti et Vitinha, s'ils sont moins bons que d'habitude, mais ça reste pour moi les deux qui ont fait le plus d'efforts et le plus pour l'équipe, c'est parce qu'en fait, ils sont abandonnés par ceux de devant et abandonnés par ceux de derrière. Voilà. La défense derrière, Marquinhos, il va falloir vite lui parler. Voilà. Alors, juste avant, on parle de la défense si vous voulez, je voulais juste donner la stat sur Messi quand même, parce que avec le but marqué hier, il est devenu le premier joueur à trouver la faille contre 39 adversaires différents en Ligue des Champions, plus que tout autre joueur dans la compétition. Cristiano Ronaldo en est à 38. Bon, puis c'est pas cette saison qu'il le battra, parce qu'il est en Ligue Europa, le pauvre. Mais voilà, petite stat quand même sur Lionel Messi pour dire le joueur qu'il a été, ou en tout cas il est toujours avec ce but marqué hier. Est-ce que vous voulez parler de la défense? Je sais pas si vous parlez d'Mbappé quand même, mais bon. On n'a pas trop parlé d'Mbappé, hein. C'est celui que vous avez le plus épargné des 3, hein, j'ai l'impression. Hein. Non, pas épargné, parce qu'il a pas fait pareil dans l'attitude, et notamment en première mi-temps, même s'il met ce but. Moi, je trouvais que dans l'attitude, il n'a pas été bon. Après, ça a été un peu mieux, parce qu'encore une fois, en deuxième mi-temps, c'était plus facile, compte tenu de la fatigue de l'adversaire. Mais voilà, il a fait son match, il a mis un super but sur un super service de Messi. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Après, Mbappé, tu vois, malgré tout, tu vois, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure sur Messi, mais c'est vrai que quand il est sur le terrain, Mbappé, à tout moment, il peut te sortir de là. Bon, hier, c'est lui qui nous sort un peu de la mélasse et qui arrive à égaliser. Mais quand tu prends après, globalement, sur les 90 minutes, sur son attitude, sur ses replis défensifs qu'il ne fait pas, etc., c'est un problème. Ça reste encore un problème. Et encore une fois, il y a des échéances qui arrivent. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur Mbappé. Il a fait le job, mais voilà, c'est pas suffisant. En fait. Je vous donne la stat et je lance Nico après. Avec son but d'hier, Mbappé, il a quand même rejoint Cavani en tête des meilleurs buteurs du PSG en Ligue des Champions avec 30 buts en 46 matchs. Neymar est deuxième avec 21 réalisations et Ibrahimovic troisième avec 20 buts. Voilà, quand même, d'un point de vue comptable, d'un point de vue des records que Mbappé a pris si tant. Nico, est-ce que tu veux parler de cette défense ou tu vas rester sur Mbappé? Ouais, non, juste un dernier truc sur Hugo et sur les 3 devant, en fait. Moi, je trouve que les 3, en fait, ils sont à mettre dans le même panier parce que j'entends souvent dire Neymar, par rapport aux autres, il fait plus d'efforts. Alors oui, Neymar, il fait l'effort de se replacer un petit peu plus vite. Mais il gêne pas les mecs. Tu regarderas bien, Neymar, c'est ce que je vous dis souvent, c'est de la air défense, quoi. C'est-à-dire qu'il vient, il se remet à peu près dans sa zone, mais il va pas vraiment gêner le porteur du ballon, quoi. Le mec, il passe 1 mètre de lui, il le regarde, quoi. Il va pas plus loin. Donc à l'arrivée, effectivement, il a au moins le mérite de faire quelques courses pour revenir un peu derrière, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et il faut, dans ce système-là, c'est soit effectivement les 3 de devant, ils vont faire les 10 mètres de pressing, de contre-pressing avec tout le bloc d'équipe qui va les suivre. Et effectivement, ça va te permettre de, comme le dit Yacine, d'être très haut, de prendre le risque de te prendre des ballons dans la profondeur, mais je pense qu'avec des mecs qui courent vite comme Marquinhos, Hakimi ou Nuno Mendes, tu as largement de quoi compenser ce risque. Ou alors, si les 3 de devant ne sont pas capables d'aller faire ce mini contre-pressing et puis d'emmener avec eux le bloc, il faut que les 3 reculent, au moins 2 des 3 reculent de manière significative et se mettent devant le porteur du ballon. Hier, effectivement, tu as des mecs qui ont remonté le ballon sur 30 ou 40 mètres face à une équipe qui recule. Verratti, Vitinha tout seul face à 3 ou 4 mecs. Tu peux pas te lancer parce que si tu te lances pour récupérer le ballon à ce moment-là, tu sais que si tu te fais effacer, c'est la catastrophe. Donc, tu as un bloc équipe qui recule, avec les 3 de devant qui regardent les tribunes et qui refont leur lacet. Tu as eu ce que tu as eu hier pendant quasiment 90 minutes, parce que même quand tu vas bien, on a encore vu des percées d'Haïfa à la 90e avec le dernier coup franc. C'est pareil, c'est hallucinant, quoi.
tu mènes 2-1 à la 90e, tu as un mec qui réussit encore à monter le ballon sur 50 mètres. Donc voilà, les 3 de devant, pour moi, c'est les 3 dans le même panier. Il n'y en a pas un qui fait plus d'efforts que d'autres, ou en tout cas, il n'y en a pas un qui fait plus de bien à l'équipe que d'autres à la perte du ballon. Et c'est juste pas possible d'envisager la suite sur ce schéma-là, parce que ça passera pas tout le temps. C'est impossible. Alors, dernier point sur les 3. De quoi Non, juste parce que je suis pas d'accord, donc je vais le dire tout de suite. Comme ça, après, on passe à autre chose. Je vais pas faire long. Moi, je suis pas d'accord sur Neymar. Parce que Neymar, il récupère des ballons. Effectivement, il défendra jamais comme Modric, etc. Mais franchement, il récupère des ballons. Et même dans les stats, il a fait partie des joueurs qui ont récupéré le plus de ballons sur les derniers matchs. Je suis pas d'accord sur il défend pas comme un vrai un milieu relayeur qui a fait 10 ans de carrière en tant que milieu relayeur. Mais je peux pas dire non plus que Neymar il défend, enfin il fait de la air défense ou quoi. C'est trop. Hier. Non, moi c'est mon avis. C'est mon avis. Non mais hier c'est ça. Hier oui. Hier, il fait déjà même moins de courses que de toute façon sur tous les. Hier il a fait moins de courses. Mais regarde les matchs du début de saison à Lille, les matchs où tu as le PSG, même Messi récupère des ballons. Ils font du vrai pressing, c'est-à-dire qu'ils font l'effort de revenir. Quand ils sont pas sur le contre-pressing, quand ils doivent reculer, ils font l'effort des courses et ils vont au duel avec les mecs. Hier, tu as Mbappé et Messi, ils font même pas l'effort de revenir. Et Neymar, il fait ses 20 mètres de course vers l'arrière, mais à aucun moment il va au duel. Il cherche pas à gagner le ballon. Sur hier, je suis d'accord. Par contre, tu vois, par exemple, la deuxième mi-temps contre la Juve, et je l'ai montré d'ailleurs dans la minute coach, la deuxième mi-temps contre la Juve, il fait les efforts, il vient dans les duels, il fait même des fautes. Parce que, évidemment, des fois, il est un peu trop. Enfin, il ne sait pas vraiment défendre comme il faut, mais au moins, il est là, il vient fermer avec Vitinha et Verratti. Donc voilà, il n'y a pas. Enfin, moi, je suis plus nuancé que. Non, et de toute façon, Neymar, attends juste Hugo, Neymar, de toute façon, on est tous d'accord, c'est le meilleur joueur des 3 depuis le début de saison et de très loin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je le dis d'autant plus facilement que vous savez que je ne suis pas un fan absolu de son passage à Paris. Aujourd'hui, le Neymar qu'on voit depuis le début de saison, il est tellement plus haut que les deux autres qu'il n'y a aucun problème. Mais hier, moi je t'ai dit, j'ai vu la air défense de Neymar. Parce que beaucoup ont dit hier, mais Neymar, il a couru. Ouais, il a fait illusion, mais il n'a pas cherché à défendre non plus hier. Neymar était comme les deux autres. C'était pour compléter ce que vous disiez sur Neymar, qui a été buteur hier, qui a marqué le 3e, un beau but d'ailleurs, qui continue sur ses stats assez folles. Toute compétition confondue, c'est 11 buts et 7 passes décisives. Donc c'est vrai que ça dit bien ce que tu disais, Nico, c'est le plus en forme, et en tout cas dans le point de vue statistique des 3. Et je voulais vous donner un tweet de Loïc Tanzi, le journaliste à l'équipe, qui était au stade hier. Donc vous savez bien qu'on peut voir des choses que l'on ne voit pas des fois devant sa télé. Et il disait ceci du match de Neymar. Je cite le tweet, l'impression d'être tout seul ce soir, mais j'ai beaucoup aimé le match de Neymar. Du stade, j'ai vu un joueur impliqué, leader par la parole envers ses coéquipiers dans les moments difficiles et encore buteur. Hormis l'impression visuelle du stade, Neymar est le Parisien qui a le plus touché de ballon, ce que tu disais Yass. Il est aussi celui qui a tenté et réussi le plus de passes dans les 30 derniers mètres adverses. Donc ça dit quand même que du match de Neymar, Mousse, je peux réagir dessus par rapport à ce que disaient Nico et Yacine, mais les 3 de devant. Et on en parle souvent du fait que quand il y a des coups de mou à un moment dans le match, et pareil, il y a souvent cet temps faible-là, qui n'est pas un joueur qui parle aux autres. Là, on l'a peut-être pas vu de notre télé, mais bon, je pense que voilà, si Loïc Tanzi le dit, c'est qu'il a dû voir Neymar hier aller voir les joueurs parler. On l'a eu d'ailleurs parler avec Galtier, par contre, en plan de caméra. Voilà, il est aussi leader par la parole, Neymar, sur ce début de saison. Oui, mais est-ce que Loïc Tanzi ne chercherait pas à gratter une interview de Neymar? C'est ça ou... Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Moi des 3 de devant, j'ai dit que certainement Neymar était celui qui avait fait le meilleur match, que ce soit le côté offensif et surtout défensif, parce que c'est vrai. Lui, il a fait quelques retours, il a intercepté quelques ballons. Après, moi, j'ai eu peur en début de match sur son attitude. Tu sais, quand il est frustré, il commence un peu à s'énerver. Et j'avais mis un message, je le sens pas. Bon, après, il s'est calmé, donc c'était plutôt cool. Mais c'est vrai qu'au début du match, il était un peu nerveux. Agacé rapidement, et on le voyait quand il garde le ballon avec la semelle et qu'il fait comme ça sur le défenseur, tu sens qu'il va nous faire un match de merde, il va se braquer. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que sur une faute qu'il subit, il récupère donc il y a une faute, il récupère le ballon et il perd le ballon parce qu'il essaye de dribbler 2 joueurs, parce qu'il est frustré, parce qu'il est énervé. Parce qu'on sait que cette équipe, quand elle est bousculée, elle aime pas ça, elle aime pas courir derrière le ballon, courir derrière les adversaires. Et donc, j'ai eu peur par rapport à ça. Maintenant, moi, je veux bien croire Loïc Tanzi, il était sur place et peut-être que d'autres journalistes ont constaté la même chose. Yacine n'est pas loin de penser la même chose.
Après, c'est vrai que comme on était habitué depuis le début de saison à avoir un Neymar mieux, on va dire, dans le jeu, c'était aussi pour ça que hier, on est un peu déçu parce que voilà, ils n'ont pas fourni les efforts qu'ils fournissaient d'habitude. Et encore une fois, je pense que l'explication, c'est aussi dû à l'adversaire qu'ils ont pris de haut parce que, rappelez-vous, la première mi-temps contre la Juve, même les 40 minutes, on va dire, peut-être pas la mi-temps entière, mais c'était un autre comportement. Et je pense qu'on verra un autre visage face au Benfica. Donc oui, et Nico a raison de le dire, il est au-dessus des autres depuis le début de saison. Il a plutôt une bonne attitude jusqu'à présent, à part hier, quelques minutes en début de match où il s'énervait un peu. Donc voilà. Ça va, c'est resté passager et que c'est pas tout le match comme des fois il peut prendre la grippe. Je sens qu'il a vachement travaillé là-dessus parce qu'effectivement, il le fait beaucoup moins et parfois il le fait et puis il se rend compte peut-être qu'il se remet dans le match. Là où l'année dernière, il pouvait complètement sortir de son match, péter un câble, voire faire perdre son équipe. Juste par son attitude et juste par le fait qu'il garde trop le ballon et qu'il porte trop la balle. Ce qu'il a fait de temps en temps hier en début de match, mais ça s'est calmé après et effectivement, après on l'a mieux vu, surtout en deuxième mi-temps et notamment dans sa qualité de passe. Ça, c'est vrai. Bon, on a assez tapé sur les trois d'or. En tout cas, on a résumé leur match parce qu'on a dit aussi ce qu'ils avaient fait de bien. Passons à la défense. Yacine, tu avais ouvert dessus. Cette défense à 3 qui avait été renouvelée par Christophe Galtier. Alors, on le rappelle quand même avec la blessure de Kimpembe pour absence 6 semaines. Ça rebat, on va dire, les cartes. Disons que Danilo Pereira va intégrer cette défense à 3. On sait qu'il y a Nordi Mukele qui peut aussi jouer dans cette défense-là. Bon, là, il a été aligné en piston droit. Il y a également peut-être le El Shaddai Bichabu qui va peut-être monter dans la hiérarchie, peut-être jouer un peu plus que ce qu'il devait jouer. Non, mais voilà, on ne sait jamais parce que. Non, on sait jamais. Mais Campos, je disais sur lui, il lui fait confiance et compte sur lui. Il était blessé, il était blessé au genou en début de saison. C'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu aussi. Oui, il a été un bout de la fête. Il aurait pas non plus été titularisé 4 fois, mais il a été blessé cet été pour info. C'est pas ce que je dis, Nico. Vous aimez bien travestir mes propos quand même. Vous aimez bien travestir mes propos. Non, jusque là, tu gagnes tout Diallo qui est parti. Kimpembe est blessé. Ça fait quand même des joueurs en moins dans la hiérarchie. Vous êtes d'accord? Je dis pas, on va pas faire un débat sur Bichabu, il a pas joué hier, mais il était dans le groupe, il était avec eux. Bon, Yacine, parce que là tu te disais Marquinhos, faut le dire, etc. Il est pas bon. Donc faut forcément regarder ce qu'il y a aussi en solution. Hugo, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont insisté jusqu'à la fin pour avoir un défenseur central. D'ailleurs, on a parlé en conférence de presse, Galtier, en disant que et c'est pour ça que la blessure de Kimpembe répond à ce que du coup il voulait faire en fin de mercato. Mais que du coup, Yacine, voilà, ils n'ont pas cédé aux demandes exigeantes de l'Inter de 70 millions d'euros, je crois, ce qu'ils voulaient, ou 80 pour une année de contrat. Ouais, c'est ça. Et alors, vite fait, le dossier Diallo, on va le clore tout de suite. Peu importe ce qu'on pense du joueur, c'est lui qui voulait du temps de jeu. Voilà. Faut pas écrire l'histoire à chaque fois, dire Paris s'est séparé de Diallo, il savait bien qu'à un moment donné, machin. Non, mais c'est pas ça. C'est que Diallo, lui. Il a fait partie de ceux qui, dès le début du mercato, de toute façon, il voulait du temps de jeu. Voilà, il a trouvé un club, c'est très bien pour lui et bonne saison à lui. Pour le reste, évidemment que tu vas être juste à partir du moment où tu as fait le choix d'aller jusqu'au bout avec Skriniar, de ne pas avoir de plan B et donc de ne pas avoir Skriniar pour l'instant. Je rappelle qu'il y a un mercato quand même cet hiver. Mais en fait, il y a un vrai problème défensif, tout simplement parce que cette défense ne défend pas en avançant. Ça ne fait que reculer. Alors, on avait loué les bons matchs de Ramos depuis le début de saison. On s'est rendu compte hier que dès qu'il y a un peu de fou, que ça part dans son dos, oui, il a plus ses jambes de 20 ans. Et que quand il n'est pas aidé justement par une équipe devant lui qui ralentit au moins l'action pour lui permettre à lui d'avancer, comme il l'a fait par exemple la première période contre la Juve, où il a beaucoup avancé pour récupérer des ballons, il fait son âge, quoi. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ramos, si tu veux, entre guillemets, l'utiliser à 100% de son potentiel aujourd'hui, il faut une équipe qui gêne devant avec un contre-pressing et des joueurs autour de lui qui continuent d'avancer et de l'accompagner. Voilà. Sauf qu'en ce moment, alors Danilo avait été bon dans ses intérims hier, c'est un peu limite. Mais en même temps, je veux dire, tu peux pas surnager à un moment donné quand le collectif, c'est le marasme. Mais en plus de ça,
Parce qu'il faudra parler aussi des latéraux dans la ligne, parce qu'ils ont été catastrophiques hier. Ah, enfin, j'ai tout à l'heure un focus vraiment sur Mukele, parce qu'on a Ok. été titulaire par deuxième fois. Ouais. Ok. Mais le problème, c'est Marquinhos. Mais Marquinhos, c'est juste plus possible aujourd'hui ce qu'il fait. C'est pas possible Moi, je veux bien Marquinhos, ça fait 10 ans que très bien l'état d'esprit, guerrier, l'attitude, machin, aucun problème. Mais depuis le match retour du Real, c'est une catastrophe. Vous pouvez prendre tous ces matchs, il n'y a rien qui va. Il défend en reculant, il sort plus sur les attaquants. Vous vous rendez compte, hier, le Haïfa, ils avaient parfois un attaquant pour les trois. Marquinhos, il reculait de 5 mètres. Mais attends, mais t'as peur de quoi? Et si t'as peur, parle avec ton coach et dis-lui, bah écoute, mets-moi à droite, je vais être protégé par quelqu'un, parce qu'en ce moment, je peux pas protéger les autres. C'est Ce qu'a fait Marquinhos, c'est ce qu'on a vu de Thiago Silva pendant plusieurs saisons. Pareil, hein, les écrivains et réécrivains de l'histoire adorent te dire que tiens, Thiago Silva à Chelsea, machin. Le jour où on comprendra que quand on change de club, il y a un contexte différent, que le passé que tu as dans ce club-là, justement, n'existe plus puisque tu viens dans un nouveau club, que tes partenaires, c'est pas les mêmes, etc. On aura avancé quand même dans la compréhension du foot. Mais aujourd'hui, Marquinhos, il nous fait du Thiago Silva. En gros, à Madrid, il a souffert. Maintenant, je protège, je recule. Et l'histoire de l'adaptation à la défense à 3, moi je veux bien, mais Marquinhos, il a déjà joué à 3 au PSG, il a déjà joué à 3 au Brésil. Donc, c'est pas nouveau. Bon, là, ça fait quand même 10 matchs. D'accord. Je rappelle aussi, malgré tout, que la fin de saison du PSG après l'élimination, Pochettino a joué à la défense à 3. D'ailleurs, on s'était dit, tiens, c'est bizarre, il joue en défense, il joue à 3 en défense une fois que la saison est finie. Donc, faut pas nous faire croire que c'est nouveau. Par contre, effectivement, il jouait souvent axial droit, Marquinhos. Au Brésil, avec Thiago Silva. Au PSG, avec Thiago Silva. Et en fin de saison dernière, c'était Ramos qui était dans l'axe et Marquinhos axial droit. Voilà. Alors peut-être qu'il n'est pas fait pour couvrir dans l'axe parce que ça lui met trop de pression. Voilà, il a l'impression de devoir gérer toutes les erreurs des autres. Résultat, il prend 10 mètres et il remet tout le monde en jeu à chaque fois. Nico, sur la défense, les problèmes un peu de réalisation et de cette défense qui recule depuis le début de saison et par rapport au match d'hier, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, après, encore une fois, je pense que sur le raisonnement de la simple défense, effectivement, il y a des comportements individuels qui sont pas bons. Je me demande aujourd'hui si Galtier ne serait pas inspiré de tester Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, effectivement, parce que je pense que ça pourrait déjà faire du bien à Ramos avec cette possibilité d'être peut-être un peu plus efficace dans la relance également. Donc peut-être que ça pourrait être bien. Après, je comprends que en mettant Marquinhos dans l'axe, on se donne une possibilité de couverture avec quelqu'un qui va très vite. Mais aujourd'hui, ça fonctionne pas comme, à mon avis, Galtier aimerait que ça marche. Après, cette défense, elle est aussi malgré tout dépendante de ce qu'il y a devant elle. Et il faut aussi reconnaître que les vagues qu'elle prend, c'est difficile pour la défense. Enfin, il y a tout un ensemble aujourd'hui, à mon avis, d'éléments qui font que ça devient difficile pour la défense. Donc, c'est assez compliqué, mais effectivement, une des solutions aujourd'hui pour que ce soit, à mon avis, plus fluide et plus efficace, ce serait à Galtier de donner effectivement cette consigne de monter le bloc, quoi, de monter le bloc de 10, 20, 30 mètres s'il y a besoin, d'accepter encore une fois la profondeur dans ton dos et puis de ne pas mettre tes joueurs en difficulté parce que on l'a vu aussi avec Danilo hier. Hein. Danilo axe gauche, tu sens que dans les positions de corps, dans les placements, et on l'avait vu c'était à Toulouse, je crois, Ouais. qu'il avait déjà occupé ce poste. Ouais. Ça avait été quand même super, super délicat en début de match, quoi. Je me rappelle quand même de beaucoup d'attaques toulousaines. On a revu un petit peu le même schéma hier, quoi. Tu as des joueurs qui sont pas forcément au poste où ils seront les meilleurs. Et puis surtout, tu as, encore une fois, je le dis, tu as un déséquilibre avec les mecs de devant, ton milieu qui est sous les vagues. Et donc, tu en as qui avancent, tu en as qui reculent, tu en as qui ne bougent pas trop. Donc, à l'arrivée, ça te donne quand même une grosse confusion. Et ça donne encore une fois. Et c'est là où c'est décevant par rapport au début de saison. Ça donne beaucoup d'occasions à l'adversaire, beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités. Ce n'était pas le cas en début d'année où on disait justement, ça y est, enfin, on a un PSG qui arrête de concéder autant d'occasions. Là, depuis 3-4 matchs, c'est vrai que on est retombé un petit peu dans ces travers. Mais oui, il y a un problème de comportement du bloc. De toute façon, on en revient à ce qu'on disait au début. Hein. C'est soit tu mets un bloc bas avec tout le monde qui accepte de descendre et tu ne peux pas accepter que les trois devant soient trop loin, soit tu décides d'un bloc haut et dans ce cas-là, tu ne peux pas accepter que tes défenseurs soient aussi bas. Et là, c'est
c'est à l'axe, enfin, voilà, c'est au défenseur axial un petit peu de mener sa défense. Marquinhos, il recule quand les autres veulent peut-être avancer. Donc, ouais, tu as un déséquilibre flagrant. Donc c'était pas bon. C'était pas bon, encore une fois. Moi, juste, Hugo, sur la minute coach, dans la minute coach, sur la partie défensive de la deuxième mi-temps contre la Juve, je montre une action où, alors, moi, je rejoins Nico, hein, parce que je l'ai aussi dit sur le fait que où tout le monde avance, ou tout le monde recule, mais à un moment donné, il va falloir se décider ensemble. Mais le problème, c'est que, justement, il y a une séquence dans cette vidéo où je montre bien qu'il y a les 5 de devant, même les 6, 7 presque, qui pressent très bien la Juve. Et d'un coup, tu as les 3 derrière, ils sont même pas à l'écran. Et là, on se rend compte qu'ils ont reculé de 10 mètres et tu trouves Vlahovic ou Milic, je ne sais plus lequel des deux. Et en fait, à cause d'eux. Parce que s'ils étaient 10 mètres plus haut et qu'ils avaient suivi le bloc et tout le monde qui pressait, évidemment que tu ne peux pas les trouver cette profondeur. Donc la profondeur, c'est aussi toi qui empêche à un moment donné les autres de la trouver. Effectivement. Et ça, c'est ce que dit. Je vous invite à aller revoir la minute tactique de Yacine si vous ne l'avez pas vue, toujours disponible évidemment sur la chaîne YouTube de Paris United. Nico, avant que je lance. C'est ce que dit Galtier hier, de toute façon, quand on leur demande l'investissement des 3 de devant, il t'explique qu'ils ont commencé à presser, mais que vu que derrière ça ne suivait pas, ils ont vite renoncé. Voilà, il est là le souci, quoi. Mais là, tu as envie de dire à Galtier, c'est quoi la consigne de début de match, quoi? Est-ce que tu demandes à ton équipe d'agresser, de faire un énorme pressing? Est-ce que tu leur demandes au contraire de reculer? Mais tu as l'impression qu'hier, c'est les attaquants, allez presser un peu si vous voulez, mais démerdez-vous. Les milieux, si vous pouvez suivre, vous y allez, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et puis les défenseurs, non, vous restez trop bas parce qu'on va pas donner d'espace. Donc à l'arrivée, tu vois cette espèce de bouillie défensive, mais tu as juste l'impression que c'est une question de consigne de départ, quoi. Est-ce que cette équipe, ce que tu disais Yacine au début, est-ce que vous voulez attaquer le porteur du ballon ou est-ce que vous voulez descendre blanc bas et les attendre? Et hier, on a l'impression que personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire. Donc c'est un petit peu c'est inquiétant. Et puis surtout, ça interpelle, quoi. On se demande un peu ce qu'ils se disent avant le début du match, quoi. Mousse, dans cette défense, alors c'est pas lui en particulier qui a été mauvais, enfin plus qu'un autre, mais il n'a pas été non plus en réussite, c'est Nordi Mukiele qui était titularisé pour la deuxième fois depuis le début de saison à la place d'Hakimi. Il avait été titulaire contre Toulouse en Ligue 1. Mousse, j'ai trouvé, je pense que tu partages mon avis, très neutre avec et sans ballon. Ça m'a fait penser un peu à la première titularisation de Renato Sanchez, un peu timide, pas trop de prise de risque, voilà, pas de prise d'initiative aussi parce que comme Yass le disait tout à l'heure, comme Galtier ne fait pas trop tourner, donc peut-être les joueurs sont en manque de repères avec les joueurs sur le terrain. Une stat sur Mukiele, il a perdu 8 de ses 34 ballons qu'il a joués, donc 24%. À titre de comparaison, Neymar en a perdu 20. Et il a perdu 7 des 9 duels qu'il a disputés. Mousse sur la prestation de Nordi Mukiele. Ouais, juste avant, parce que je voulais juste parler de la défense en général et ce qui symbolise leur difficulté, c'est le but d'Haïfa en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà le mec a tout le loisir de centrer, il y a personne qui défend sur lui et je crois que c'est Aziza qui fait le centre. C'est ça. Alors que je sais pas si vous l'avez vu, les centres qu'il a fait précédemment, ils étaient tous derrière les buts, dans les tribunes. Mais là, on l'a laissé faire, donc il arrive centre et sur le but. C'est Vitinha et Marquinhos qui entourent Chéri qui marquent le but. Et tu parlais de Mukiele, je me demande où est Mukiele, je me demande aussi où sont les autres défenseurs. Il se retrouve à 2, Vitinha est petite taille, il fait 1m70. Voilà, il peut absolument rien faire de la tête et l'autre il a eu tout le loisir de. Il y a 3 Parisiens sur lui et il est tout seul dans la surface, l'attaquant. Je crois que tu tomberas proche de lui, je pense que c'est Marquinhos. De quoi, Nico? Sur le but, Mousse, c'est normal sur ce but que ce soit un déséquilibre complet parce que ça part d'une mauvaise relance. T'as Mukiele qui est très haut dans le couloir droit, t'as Nuno Mendes qui est très haut au couloir gauche, et t'as Ramos et Verratti qui font leur dinguerie. Derrière, effectivement, l'équipe elle est complètement déséquilibrée. Ce genre de perte de balle, c'est pas possible. Comme on avait vu la perte de balle contre Monaco, je crois, quand Messi perd le ballon dans le rond central. Effectivement, quand tu as dans ce système à 3 derrière, avec tes 2 latéraux très hauts, si tu perds le ballon dans le cœur du jeu, dans ton camp, tu es tout de suite en difficulté. Et hier, effectivement, c'est Vitinha qui essaie de revenir parce que c'est celui qui est le plus proche. Mukiele, il a aucune chance de revenir. Mukiele, il est quasiment, je pense que faut regarder les images, mais je pense qu'il est ligne médiane côté droit, donc il a aucune chance de revenir en 3 secondes, c'est pas possible. Exactement. C'est pas sa faute en tout cas. Ouais. Et sur Mukiele, sur son match, oui, c'est un match neutre. Il n'a pas servi à grand chose. Quand il était haut sur le terrain, quand on lui passait le ballon, il se contentait de faire une passe en retrait. En fait, il était là, une sorte de point d'appui sur le côté. Défensivement, pareil. Moi, je trouve qu'il n'a pas apporté grand chose.
tu disais, ça ressemble à la première de Sanchez. Moi, je trouve que ça ressemble plus à la première de l'ami Boulanger de Nico, de Bakker, à l'époque où il rentrait, il faisait ses matchs, où il savait pas grand chose. Alors, c'était pas le même système, mais voilà, ouais, non, je l'ai pas trouvé bon. La question qui se pose, c'est pourquoi Hakimi n'était pas titulaire. Est-ce que c'est parce qu'on a eu peur des sifflets? Si c'est le cas, franchement, c'est assez ridicule. Je pense qu'Hakimi, il a les épaules pour gérer ça. Mais j'ai bien l'impression que c'était pour lui éviter ça. Oui. Franchement, moi, je pense que, voilà, Yacine avait parié sur un changement à la mi-temps. Je pensais qu'Yacine avait raison. Je pensais que, au vu du match de Mukele qui n'apportait ni offensivement, ni défensivement, je pensais qu'Hakimi allait rentrer assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. Il a quand même laissé Mukele sur le terrain. Je crois qu'Hakimi rentre à 15 minutes, c'est ça? Même pas. Hakimi, il rentre, j'ai noté, à la 80e 83e minute. Ouais. 83e minute. Voilà. Ça a suffi pour entendre les sifflets. Et c'est vrai déjà qu'on avait remarqué que les entrées de Mukele, à part la première où il était un peu dynamique, voilà, il avait fait quelques interventions, quelques tacles, machin. Pour le reste, après, c'était assez neutre, voire très très moyen. Et effectivement, que Mukele, qui connaît ce système et qui a déjà joué dans ce système où il était très bon. Alors, soit effectivement, il prend ses marques, il veut pas prendre trop de risques. Mais c'est vrai que c'est pas le Mukele qu'on connaît. Il a vraiment rien apporté offensivement, même s'il était haut sur le terrain. Donc non, c'est pas un bon match de sa part. Et comme il est censé être la doublure d'Hakimi, s'il a pas beaucoup de temps de jeu, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour Mukele cette saison de rentrer dans le mood de cette équipe. Ça va être un peu compliqué. Parce que Bernat, qui est la doublure de Mendes, il connaît le jeu, il connaît tout le monde. Quand il rentre, tu vas pas trop. S'il est très bon, je sais que Yacine admire particulièrement Orhan Bernat. Il aimerait qu'il soit titulaire à la place de Mendes. Même si moi j'aime beaucoup Mendes, franchement c'est un joueur très prometteur et voilà. Donc ouais, Mukele pas terrible. Mais t'as raison, Mouk, de dire ça. C'est vrai que Yacine, quand Bernat joue à la place de Nuno Mendes, on voit pas de différence parce qu'il apporte autant offensivement et il connaît cette équipe, etc. Mais c'est vrai que, alors, on va pas jeter la pierre à Mukele, c'est que c'était que sa deuxième titularisation, mais il va falloir comme vite qu'il prenne la marge de cette équipe et qu'il se mette à au moins apporter défensivement. Enfin, je sais qu'il a plus de qualité offensive, mais il sait aussi apporter défensivement et il est un peu plus solide, plus, on va dire, défensif peut-être qu'un Nuno Mendes. Autre stat sur son match hier à Mukele, seulement 34 ballons touchés. C'est le plus faible total pour un latéral du PSG cette saison, devant les 43 d'Hakimi contre la Juventus par exemple. C'est aussi le plus faible total parmi les 10 joueurs de champ titulaires hier en nombre de ballons touchés, Mukele. Oui. Un instant, monsieur, je suis désolé, je vais devoir vous quitter un peu plus tôt que prévu parce que j'ai reçu un message et en fait, je dois être 20 minutes avant. J'aurais dû rester 15 minutes de plus. Je suis vraiment désolé, les amis. Je vais vous abandonner là. T'inquiète. Hein. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Va soigner ta dent. T'as dit tout ce que tu avais à dire, je pense, sur le match d'hier. Donc, et puis, je pense qu'on est quand même plutôt. On a 1h10 qu'on est là. Bon, ça va. On va pas faire 2 heures non plus sur le match. Hein. Je pense qu'on aura à peu près tout dit. Donc, on parlera un peu de Lyon dimanche. Mais vas-y, Mousse, t'inquiète pas. Les gars, bonne fin de podcast. Et puis, on se retrouvera lundi pour débriefer Lyon. Voilà. Pas pour lundi. Allez. Bon courage. Allez, Mousse, bon courage. Merci, les gars. Je vais en avoir besoin. Ouais. Pas sûr que je réponde aux messages cet après-midi. Hein. Pas par des Tu vas avoir mal. Ça va faire mal, je te préviens tout de suite. C'est ça. Allez, bon courage, Mousse. On le laisse quitter le podcast tranquillement. Et Yacine, je te laisse la parole sur Nordi Mukele. Mais en fait, là aussi, il y a plein de choses. La première, c'est que, évidemment, qu'il a pas beaucoup joué depuis le début de saison pour avoir des automatismes avec ses coéquipiers. Il tombe dans un match bourbier bref, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il sort pas à la mi-temps. Je pense tout simplement que Galtier, il a fait de la politique. Il se dit, le mec, il joue pas beaucoup. Après sa première période catastrophique, si je le sors à la mi-temps, je l'assassine en fait. Oui. Donc il a fait de la politique. Je suis pas forcément d'accord avec cette façon de faire, mais c'est un choix. Ouais, mais ça permet aussi peut-être pas de mettre le joueur au fond du gouffre, entre guillemets, et de le laisser, tu vois. Ouais, mais voilà. Après, de toute façon, dans tous les choix, après c'est une discussion avec le coach. Voilà, écoute, c'est un match de Ligue des Champions. Je t'ai pas mis dans les meilleures dispositions non plus, parce que je t'ai lancé dans ce match-là.
Peut-être que mettre Mukiele contre Brest, c'était plus intéressant que mettre Hakimi. Après, est-ce que Hakimi, il n'a pas non plus joué à cause des sifflets qui étaient prévus? On peut se poser la question. Il y a sûrement un peu des deux. Bref, donc il a fait un peu de politique. La troisième chose, c'est que Mukiele, il était à Leipzig. Le truc, c'est que même s'il joue couloir, axial droit, ce que vous voulez, on s'en fout. En fait, c'est pas le même football. Le PSG il a des latéraux qui sont très très hauts, très vite. Leipzig, vous pouvez le prendre même sous Nagelsmann, etc. Équipe super plaisante à voir, du football, ça marque des buts, etc. Mais à aucun moment, Leipzig de Nagelsmann, ils prennent 70% de possession de balle avec des latéraux qui sont déjà là-haut. C'est un football fait sur la vitesse, sur la transition, sur les courses. Donc là d'ailleurs, l'action avec Donnarumma, elle est très très significative. C'est-à-dire que Mukiele est positionné, en fait, il ne sait pas où se positionner. Parce que déjà, il n'a pas les automatismes, mais parce qu'en plus, à Leipzig, il n'y a pas ce truc-là. Donc, il s'est positionné très haut. Donnarumma lui demande de venir. D'ailleurs, parenthèse. C'est en début de première période, Yacine, pour ceux peut-être qui ne se rappellent pas de l'action, et Donnarumma demande une solution à Mukiele, et au final, il y a un joueur du Maccabi qui le presse, et il n'est pas loin de concéder un but de gag. Voilà. D'ailleurs, Donnarumma, il est gentil, il gueule sur Mukiele, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, si le mec veut pas le ballon, adapte-toi, tu vas pas attendre. Si, ok, la sortie de balle, c'était Verratti ou je sais plus qui, là, Marquinhos, pour Donnarumma, qui allonge sur le latéral. À un moment donné, si ton latéral, il comprend pas à ce moment-là ce qui se passe, et tu vas pas attendre qu'il bouge. Et d'ailleurs, il y a 6 mètres après, et il envoie le 6 mètres en touche, Donnarumma. Il essaie de le faire sur Mukiele, il a foi en touche. Non, mais je veux dire, bon, ok, il a le droit de lui gueuler dessus, mais bon, il va falloir aussi lui qu'il se remette en question avec son jeu au pied, parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Bref. Donc, il y a tout ça avec Mukiele. Moi, je pense tout simplement que, en vérité, je vais donner mon avis, clairement. Pour moi, c'est pas le remplaçant d'Hakimi. Voilà. C'est une doublure pour lui permettre de souffler contre Brest, contre Clermont, contre machin. Mais c'est pas une doublure d'Hakimi dans un match de Ligue des Champions. Voilà. Alors, peut-être que axial droit, il serait mieux. Peut-être aussi qu'il a besoin d'enchaîner les matchs de toute façon. Même axial droit, c'est-à-dire peut-être si on le met axial droit demain, il sera peut-être pas non plus bon, mais il a besoin d'enchaîner les matchs. Et en fait, son match d'hier, il est un peu le symbole de ce qu'a fait Galtier depuis le début de saison. Voilà, de ne pas donner de temps de jeu aux remplaçants, de ne pas leur donner des automatismes. Bah ouais, tu le payes à un moment donné. Et là, heureusement, il reste qu'un match, il y a la trêve. Après, par contre, il va y avoir un enchaînement de matchs avant la Coupe du Monde. Enfin, voilà, il va falloir gérer tout ça. Je pense que là, maintenant, Galtier, il va falloir qu'il. C'est pas un entraîneur qui fait beaucoup tourner, Galtier. Sauf qu'avant, il avait quand même des effectifs où les remplaçants n'étaient pas forcément au niveau des. Enfin, pas au niveau. Voilà, avait quand même une grosse marge avec les titulaires. Aujourd'hui, il a quand même un groupe qui tient la route, des remplaçants qui tiennent la route. Bon, voilà. Nico, tu es aussi d'accord sur. Alors, tu peux me parler de Mukiele aussi, mais sur le fait que. Parce que je t'ai pas entendu depuis le début de saison. C'est le premier podcast, je crois, qu'on fait depuis le début de saison ensemble, mon cher Nico. Ensemble, ouais. Et sur le coaching de Galtier, qui est un peu tardif, comme on a pu reprocher à Pochettino l'an dernier. Ouais, déjà sur Mukiele, moi je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Yacine et que moi je pense qu'il serait peut-être plus utile dans la défense à 3 que dans le couloir. Maintenant, sur le match d'hier, je trouve que c'est super difficile de le juger et de le critiquer parce que hier, alors Mousse est parti et c'est dommage parce que du coup j'ai pas pu défendre le boulanger comme il l'appelle, mais effectivement c'était du syndrome Michel Baker. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu as un joueur qui a un statut relativement modeste dans cette équipe, voire très modeste pour Mukiele, parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il n'est pas titulaire et qu'il a peu joué. Tu as un mec qui, avec ses armes, ses atouts, essaye de se montrer dans le couloir, mais il n'est jamais servi. Il n'est jamais servi. Donc, on en revient à la même chose. Le gars, il va y aller 2, 3, 4 fois. Et puis après, alors je sais qu'Yacine nous dit qu'il doit quand même continuer parce que c'est à lui de le faire. Mais il y a un moment où t'es pas servi, t'es pas servi. Les 34 ballons, et combien de fois il a été tout seul, on lui a jamais donné le ballon. Donc c'est difficile de juger un mec comme ça, je trouve, parce que oui, effectivement, il est moins explosif qu'Hakimi, il est sûrement moins doué offensivement, mais tu donnes jamais le ballon. Et les rares fois où il a eu le ballon, où il était en position de centrer, il n'y a personne au milieu pour récupérer un centre, donc il n'a pas centré. Donc c'est vrai que sur le match d'hier, il est très neutre, mais je pense que c'est pas juste parce qu'il n'est pas bon ou il manque de rythme. Je pense qu'il y a aussi un problème de volonté de jouer avec lui de la part de Messi notamment. Donc je vous trouve un petit peu difficile par rapport à ça. Après, comme je leur dis,
j'ai pas l'impression que Mukiele soit au niveau d'un Bernat comme doublure. C'est une évidence et que dans les grands matchs, si tu n'as pas Hakimi dans ce couloir droit, ce sera problématique. Et je termine sur ce côté droit, Hakimi a le même problème. Hein. Hakimi, le nombre de fois où il n'est pas servi alors qu'il est lancé, qu'il est bien positionné et qu'on l'oublie complètement, c'est un des problèmes aussi du PSG, c'est que tu as une variété offensive très réduite parce qu'on ne va pas chercher des solutions et on ne respecte pas le jeu souvent. Donc voilà, sur Mukiele hier, match difficile évidemment, mais j'ai pas l'impression que ce soit le seul responsable. Après, sur le coaching de Galtier, ouais, il est tardif, mais le coaching de Galtier hier, c'était quoi le coaching que toi tu fais quand tu es coach? Tu prends le même type de match à un niveau amateur, tu mets Yacine sur le banc, il change qui en premier, Yacine? Il va changer des mecs de devant. Il va changer des mecs de devant parce que les mecs de devant, ils déséquilibrent son équipe. Tu peux pas les changer les mecs de devant. Tu peux pas les sortir à la mi-temps ou à la 60e minute de match de Ligue des Champions. Si tu fais ça, tu vas te prendre la foot pendant 2 mois derrière. Donc tu peux pas le faire. Donc le coaching de Galtier hier, c'était quoi? C'était effectivement Hakimi pour Mukiele. Bon, je pense que Yacine l'a dit très justement. Si tu le fais rentrer trop tôt, tu sors Mukiele, tu vas un petit peu lui couper les pattes et tu vas lui faire mal à la tête. Après, c'est au milieu. Voilà, toujours la même chose. Vitinha et Verratti, ce sont les deux variables d'ajustement. Donc hier, il met Fabian Ruiz pour Vitinha relativement tôt malgré tout. C'est quoi, c'est 70e? Je ne me rappelle plus hier. 74. 74 en Fabian Ruiz? Ouais, écoute. Ouais. Honnêtement, le coaching d'hier, moi je pense que le seul coaching qu'il fallait faire, c'était devant pour te refaire un bloc équipe et tu pouvais pas le faire. Donc on va tourner en boucle sur ce problème de coaching. Tu n'auras pas beaucoup de choix à l'arrivée parce que la politique est aussi forte que l'intérêt de ton équipe. Donc difficile. Moi hier, je suis pas en tout cas choqué par le coaching. C'est pas ce qui m'a le plus gêné en tout cas. Même si je comprends ce que vous dites, effectivement, on aurait pu tenter des trucs. Moi, honnêtement, moi je vous le dis, à la mi-temps, je fais rentrer Sarabia à la place d'un des 3 devant. Voilà, tout de suite, je te le dis, parce que tu vas rééquilibrer ton équipe. Pour moi, il était là le coaching à faire. Difficile, malheureusement. Ok, non, mais c'était pas un jugement sur le coaching, c'était juste surtout ton avis par rapport à savoir si t'aurais fait un changement plus tôt, parce qu'à un moment, il y en a même qui disaient dans la deuxième période, quand tu vois que Paris, les Israéliens commençaient à baisser un peu de rythme, mais à un moment, un troisième milieu de terrain, peut-être pour sortir un des 3 de devant, avec Fabien Ruiz en plus, aurait pu être un 4-3-3. Voilà. D'accord. Là, c'est pas si on parle autre chose, là, c'est pas du coaching, mais plutôt effectivement de l'ajustement tactique. Et je pense que Galtier y pense en ce moment, c'est qu'effectivement, basculer à trop au milieu, ça va devenir obligatoirement au cœur du sujet. Alors après, est-ce que ça va être en gardant 3 mecs derrière et en faisant décrocher des attaquants beaucoup plus bas? Parce que quelque part, tu joues souvent en 3-5-2 hein, dans cette équipe. Hein. Ça dépend de la positionnement de Neymar. Donc, on a vu du 3-5-2 par moment. Mais oui, trop au milieu, à un moment, ça va forcément revenir sur la table parce que ça te permet quand même d'équilibrer beaucoup plus ton équipe si tu as les 3 devant qui défendent pas toujours le même problème. Yacine. Ouais, justement, par rapport au système, c'est que nous, on a été l'année dernière très virulents là-dessus avec le 3-4-3 et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'avais bien expliqué au début de saison que moi, je suis pas là à me battre pour un système absolument en disant Paris doit jouer en 3-4-3, etc. Moi, je pense aujourd'hui que tu dois avoir 1, 2, 3 systèmes. Parce que pour parfois t'adapter aussi aux joueurs qui sont disponibles à ce moment-là, pour t'adapter à un scénario de match, pour t'adapter à plein de choses. Et le truc de Galtier de dire on joue en 3-4-3, et on va jusqu'au bout en 3-4-3 et on reste en 3-4-3 quoi qu'il arrive. Pour moi, ça a aussi ses limites. Et ce qu'on disait sur le turnover avec donner du temps de jeu pour avoir des automatismes, mais ça rejoint aussi le système. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça te coûte, par exemple, sur certains matchs, de dire ok, on est bien, il y a 3-0. Pourquoi pas terminer la dernière demi-heure à 4 défenseurs avec un milieu à 3 peut-être en losange avec Neymar ou Messi qui vient en numéro 10 vraiment derrière 2 attaquants. Est-ce que, voilà, encore une fois, c'est pas se rogner. Parce que, en fait, le système, il est ce qu'il est avec les principes de jeu. Tu peux jouer en 3-4-3 très haut, tu peux jouer en 3-4-3 très bas. Si tu passes à 4, en fait, les rôles de chacun sont un peu différents, mais les principes de jeu restent les mêmes. Si tu as décidé de contre-presser, tu peux contre-presser en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-2, on s'en fout, ça. Tu vois. Donc, à partir du moment où la ligne, voilà, la ligne de conduite, elle est définie, tu peux. Et moi, je pense que, évidemment, qu'il peut rajouter un troisième milieu dans ce système-là, et comme le dit Nico, passer presque en 3-5-2, même si tu y es presque souvent, notamment phase défensive, quand Neymar vient dans les 3 du milieu, donc tu es déjà en 3-5-2. Mais
pourquoi pas? Hier, peut-être que justement, si tu as déjà testé 2-3 fois ça, peut-être que tu peux très bien finir le match avec Marquinhos, Ramos, Mukele et Mendes, rajouter un milieu, par exemple Fabian Ruiz, et donc faire ta deuxième mi-temps avec un milieu Verratti, Vitinha, Ruiz, les trois de devant, une défense à 4. Peut-être que tu es mieux positionné à ce moment-là, tu vois. C'est tout ça. Moi, voilà, je suis pas un fan de le même système tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, les principes sont plus importants que le système. Et en fonction de ce que tu as comme joueur disponible et investi, bah, ton système, tu peux l'adapter à chaque match, ou même en cours de match. D'ailleurs, pour défendre Tourelle, sur les 7 premiers mois qu'il avait fait, ça arrivait plein de fois. Le PSG démarrait à 4, il finissait à 3, ça passait à 2 attaquants, ça finissait à 3 attaquants. Et en plus, dans les 7 premiers mois de Tourelle, ça marchait vraiment. C'est-à-dire que les changements de système, ils apportaient quelque chose. Il y avait presque un nouveau match qui démarrait et Paris reprenait le dessus. Bref, donc c'est pas non plus incompatible avec le haut niveau. Effectivement. Le Paris Saint-Germain, donc, avec cette victoire hier face au Maccabi Haïfa, 3-1, est leader de sa poule, co-leader de sa poule avec Benfica, qui a également engrangé 6 points. Même différence de but, hein, plus 3 pour les deux formations. Et donc, le prochain rendez-vous en Ligue des Champions, ça sera contre Benfica le 5 octobre prochain. Ça sera déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Et pour les prochains rendez-vous de Ligue 1, ce sera dimanche. Déplacement à Lyon, chez le 5e de Ligue 1, qui reste sur 2 défaites, Lorient et Monaco. Match comptant pour la 8e journée. Et puis après, il y aura une petite trêve internationale. Rapidement, Nico, sur le match de Lyon pour dimanche. Avant ça, juste pour conclure sur ce que dit Yacine sur la tactique, le système à 3 derrière, il a un avantage évident, et on le dit depuis 18 mois, c'est que ça te donne à tes latéraux beaucoup de possibilités offensives. On a fait signer le meilleur latéral droit sur le papier du monde avec Hakimi. On a Nuno Mendes et Bernat à gauche qui sont quand même de très très bons joueurs en phase offensive. Et donc c'est vrai que ce système à 3, et nous c'est pour ça que l'an dernier on en a beaucoup parlé, on ne comprenait pas l'absence de test de la part de Pochettino, c'est que ça te donne quand même sur les côtés une vraie force de frappe. Maintenant, ce système à 3, si Galtier se s'entête à le faire tout le temps, mais que ton jeu ça ne passe pas par les côtés et que tes deux latéraux sont complètement sous-exploités, ce système-là, en fait, quelque part, il n'a même plus de raison d'être, en fait. Parce que tu te mets en difficulté défensive et offensivement, tu ne les utilises pas. Donc, tu vois, on va se retrouver avec un espèce de truc complètement paradoxal, se dire on a un système pour favoriser deux latéraux, mais on ne joue pas avec. Donc, c'est complètement con. Donc, effectivement, si c'est pour s'entêter à jouer dans l'axe, dans des petites combinaisons, autant repasser rapidement à 4 derrière, parce qu'au moins, tu vas stabiliser ta défense et tu vas avoir un milieu de terrain un peu plus dense. Donc, oui, moi, je suis complètement pour ce 3-4-3, voire le 3-5-2. Mais à condition d'aller jouer sur tes forces. Et de ce système-là, tes forces, c'est les côtés. Donc voilà, il y a du boulot en tout cas. C'est intéressant parce qu'il y a du boulot, il y a de la marge de progression, mais on voit quand même des choses, on voit quelques dingueries quand même ces dernières semaines. Hein. Après, dans le schéma-là, Nico, tu disais que quand les latéraux ne sont pas exploités, ça ne sert à rien. Mais Nuno Mendes, depuis qu'Mbappé est revenu, on sait qu'Mbappé et Nuno Mendes se cherchent pas mal quand même côté gauche. Nuno Mendes est quand même souvent utilisé, en tout cas servi. On le voit souvent centré, etc. Ouais, mais je pense que il apporte ses fonctions. D'ailleurs, c'est pour ça que Bernat aussi est bon quand il joue, parce que dans ce système-là, on peut exploiter ses qualités. Oui, mais je pense que ce que dit Nico, c'est 2 choses. La première, c'est qu'ils ne sont pas forcément déjà trouvés à chaque fois qu'ils peuvent l'être. Oui, la deuxième chose. Non, mais bien sûr, mais il y a un juste milieu entre tout le temps et jamais. Oui, à gauche, c'est beaucoup plus utilisé que le côté droit, on est d'accord. Oui, mais bon, tu as 2 latéraux quand même. Oui. La deuxième chose, c'est que tu ne vas pas souvent les chercher pour écarter justement la défense et faire croire que tu peux les utiliser au moins et trouver justement pour combiner à l'intérieur. Et la dernière chose surtout, c'est que finalement, pourquoi les utiliser? Puisque quand ils veulent centrer, il n'y a personne devant le but. Donc ça, c'est aussi un problème. Bon, en tout cas, ouais, après, hier, par exemple, le centre d'Mbappé quand il est décalé un peu. Non, mais c'est vrai que sur certaines phases. Par exemple, je suis d'accord quand Nico, tout à l'heure, tu disais que Mordi Mukele, faut pas trop taper dessus et qu'il y a eu des situations, des fois, où il avait le ballon. Et j'ai une situation, au moment, je crois, il est lancé en profondeur et il veut centrer dans la surface, mais il n'y a personne, en fait. Les 3 sont pas encore dans la surface, un peu derrière sur la bord de la surface. Et du coup, en fait, ça fait qu'il n'y a pas de présence. Mais vraiment, je crois qu'il a plugué, Nico. Ouais. Il y en a une autre avec Mendes en deuxième mi-temps où il a de l'avance, où il peut centrer, mais il n'y a personne devant le but, justement. Après, il garde le ballon, il tergiverse, il le perd. Et je me rappelle parce que aux commentaires, ils disent il a tergiversé. Mais non, il n'a pas tergiversé. C'est juste qu'à un moment donné, il a de l'avance, il ne peut pas centrer. Il est obligé d'attendre. Après, oui, ils sont enfermés.
Donc, c'est pas de sa faute s'il tergiverse. C'est juste que l'action, voilà, les joueurs de devant étaient encore une fois pas dans la surface. Voilà, donc à quoi bon envoyer Mendes dans cette position-là si c'est pour pas pouvoir finir? Effectivement. Donc je le disais, prochain rendez-vous dimanche, déplacement à Lyon donc pour la 8e journée de Ligue 1. Nico, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que ta connexion te joue toujours des tours? Elle est un peu comme les dents de mousse, elle est un peu bancale, mais c'est revenu là. Alors, déjà. Non, de toute façon, bon, on va rendre le podcast. C'était un petit mot sur le match quand même contre Lyon dimanche. Déplacement là-bas. Bon, Lyon est pas dans sa forme, dans une forme incroyable, Nico. Hein. Non, j'ai une connexion qui est fatiguée là. Mais allez, elle s'accroche. J'ai encore quelques mégas à vous donner là. Allez-y. Est-ce que t'as pas entendu ma question du coup? Non, bah non, forcément. J'ai dit déplacement à Lyon dimanche pour la 8e journée de Ligue 1. Lyon qui est pas dans une forme optimale, mais ça reste dans les grosses affiches et souvent Lyon ils sont capables de faire des bons matchs contre le PSG. Ouais, je vous l'ai dit dans le dernier podcast. Lyon, ils nous font tout le temps suer, même au parc. Donc moi, je m'attends à un match difficile avec une équipe de Lyon. En plus, voilà, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, donc ça va être compliqué. Après, en Ligue 1, de toute façon, tout dépend du PSG. Hein. Si on a le PSG qui a envie de se mettre en mode, alors je vais pas dire en mode Ligue des Champions, parce que hier c'était un mode Ligue des Champions que j'ai pas spécialement envie de revoir, mais si tu as le PSG qui se met en mode rouleau compresseur, les Lyonnais ils vont prendre le bouillon. Mais par contre, si tu fais le même match qu'hier contre Lyon, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités techniques, qui a des qualités physiques, qui a des très bons joueurs. Moi, je vois cette équipe comme un dauphin potentiel au PSG cette saison. Je suis assez déçu de leur début d'année, mais non, il va falloir faire un gros match. Ça va être difficile à Lyon. Ça va être difficile. Après, j'ai pas vu tous leurs matchs et de ce que j'en ai pu discuter avec quelques Lyonnais, c'est catastrophique ce que font les Lyonnais pour le moment. Donc, écoute, s'ils veulent faire encore un match catastrophique dimanche face à nous, tant mieux. Mais moi, je m'attends à un match difficile. Yacine, toi, Lyon, est-ce que tu as vu? Je pense que tu as vu plus de matchs que peut-être que Nico, mais c'est vrai que les deux derniers, notamment la défaite contre Lorient, c'était quand même compliqué du côté des Lyonnais de Peter Bosz. À part le fait que effectivement Lyon aime bien sortir de belles prestations contre le PSG, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Si Paris est juste sérieux, mais il n'y a même pas match. Voilà, Lyon, c'est pas terrible. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Le coach, ça fait quand même maintenant 14-15 mois. Pareil, on avait un a priori positif et on ne sait toujours pas où il veut aller. Au milieu, tu as des joueurs qui ont du ballon, mais qui ont l'air parfois dépassés. Derrière, on a voulu faire croire que Thiago Mendes était devenu un des plus grands défenseurs centrales du monde. En vérité, pas du tout. Voilà, il y a plein de lacunes dans cette équipe. Voilà, le seul truc qui me ferait un peu douter, c'est effectivement cette histoire entre Lyon et le PSG. Même s'il y a des scores un peu fous, mais en tout cas, dans les contenus, il y a souvent eu des matchs serrés, compliqués, avec des Lyonnais vraiment investis, etc. Cette année, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc c'est leur match de Coupe d'Europe. C'est le match pour se faire voir aussi pour certains. Donc voilà, c'est le seul doute que j'ai. Maintenant, dans l'absolu, si Paris est juste sérieux, ça peut vite tourner à la correctionnelle. S'ils sont efficaces aussi, parce qu'il va falloir retrouver de l'efficacité, parce que les 3 derniers matchs, malgré les contenus et tout, Paris a aussi eu l'occasion de plier la Juve très vite, de plier Brest très vite, de plier Haïfa très vite. Tu l'as pas fait et tu t'es retrouvé dans des matchs un peu bourbiers, compliqués, avec voilà. Donc l'efficacité à retrouver aussi. Le mot d'ordre, retrouver l'efficacité pour se mettre rapidement le match dans la poche face à Lyon. Donc ça sera dimanche 21h pour la dernière affiche de Ligue 1 pour la 8e journée. Il me reste plus qu'à vous remercier, Nico et Yacine, et puis Mousse, qui nous a quitté tout à l'heure pour aller soigner une dent. Merci à vous pour avoir été avec moi pour ce podcast, pour débriefer donc le deuxième match et la deuxième victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et donc, prochain rendez-vous, je le dis, ça sera face au Benfica le 5 octobre prochain. Et puis donc, on débriefera ce Lyon-PSG lundi dans le podcast, évidemment, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Paris United. Et Yacine en parlait un peu tout à l'heure, les minutes coach de Yacine qui revient sur les matchs. Est-ce que tu vas revenir sur... Oh, il n'y a pas grand-chose à faire sur le match d'hier. Je pense que tu vas attraper celui-là. En fait, j'ai hésité parce qu'au début, je ne m'attendais à rien. Et finalement, en fait, il y a plein de choses intéressantes.
Le problème, c'est qu'il y a le match de Lyon dimanche. Enfin, je sais pas si je vais avoir le temps, mais je vais voir parce qu'il y avait quand même des choses très intéressantes sur comment l'équipe a été coupée en deux et qui rejoignent un peu ce que j'ai dit dans les et les centres aussi, parce que j'avais fait une minute un peu spéciale contre Montpellier. Et j'avais parlé justement de OK, trouver Hakimi et tout, mais quand est-ce que il y a du monde devant le but? Donc je vais voir. En tout cas, pour ne rien louper, c'est bien simple. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Comme ça, vous êtes sûr. La cloche. Voilà, vous avez sonné la cloche, vous êtes sûr d'avoir les notifications et vous verrez si Yacine sort une minute tactique sur le match contre le Maccabi Haïfa. Merci à vous et puis on se donne rendez-vous donc à lundi prochain. Salut à tous, bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.